Il y a 300 millions d'années, la Terre présentait une réalité tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. À cette époque, au lieu des arbres habituels, régnaient des fougères géantes dont la hauteur pouvait atteindre 10 étages. Elles formaient des forêts denses où, au lieu du sous-bois habituel, poussaient des plantes velues rappelant les fougères actuelles. De plus, des myriapodes de 1 mètre de long rampaient dans les zones marécageuses, créant une scène de vie sur la planète incomparable. L'époque du Carbone et du Permien fut une période où la Terre se préparait à l'apparition des dinosaures, mais elle dut d'abord passer par de nombreuses transformations extraordinaires. À cette époque, de vastes gisements de charbon se formaient, résultat de la décomposition de ces géants végétaux. Les charbons, qui deviendront la base de notre combustible moderne, se formaient à la suite de processus chimiques complexes dans les marais infinis. À la même période, sur la Terre apparurent les premiers reptiles, qui deviendront les ancêtres des dinosaures. Pendant ce temps, sur les surfaces, la vie se développait, tandis que dans les océans régnaient des prédateurs marins comme les mégalodons et leurs prédécesseurs, de la taille des bus modernes. Parmi les organismes uniques de cette époque figuraient également les trilobites et les ammonites, qui peuplaient les profondeurs marines et jouaient un rôle crucial dans les écosystèmes. Parallèlement, sur la Terre, des changements significatifs avaient lieu. Les continents se déplaçaient, formant des supercontinents comme la Pangée, qui réunissaient presque toutes les terres en un seul ensemble. Ce vaste massif terrestre créait des niches écologiques uniques pour la flore et la faune. À l'intérieur de la Pangée, le climat variait des tropiques au désert, favorisant l'émergence de divers écosystèmes et l'adaptation des espèces. C'est dans cet environnement complexe et dynamique que se formaient les conditions pour le développement évolutif ultérieur qui mènera à l'apparition des dinosaures et d'autres formes de vie que nous connaissons aujourd'hui. Les recherches scientifiques montrent que, à cette époque, l'oxygène dans l'atmosphère atteignait des niveaux records, favorisant la croissance des grands organismes et une activité métabolique accrue. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux, qui ont disparu de la surface de la Terre, ont laissé derrière elles des fossiles et des mystères pour les scientifiques de l'avenir. Par exemple, les conifères anciens, qui constituent aujourd'hui une partie mineure de la flore, occupaient autrefois de vastes étendues et formaient la base des écosystèmes de cette époque. En conséquence de ces changements, la Terre est devenue le théâtre de complexes interactions entre les espèces, ce qui mènera à l'apparition de formes de vie plus complexes. Des conditions de vie spécifiques, telles que des niveaux élevés de dioxyde de carbone et une température plus élevée, ont été à l'origine de la création de nouveaux écosystèmes. Ces changements ont été les précurseurs des transformations grandioses qui se produiront à l'avenir, lorsque les dinosaures apparaîtront sur Terre. Au début du période du Carbone, la Terre était couverte d'immenses forêts tropicales s'étendant sur toute la planète, et le climat était chaud et humide, créant des conditions idéales pour une croissance florissante de la flore et de la faune. Ces forêts étaient principalement composées de géants conifères et des premiers fougères, dont la hauteur pouvait atteindre 30 mètres. L'absence de variations saisonnières signifiait que la température restait relativement constante, oscillant autour de 25 à 30 degrés Celsius, favorisant ainsi une photosynthèse active et la croissance des plantes. L'humidité de l'air était élevée, ce qui, combiné à un climat chaud, créait des conditions idéales pour la formation de marécages où poussaient des plantes moussues et les premières plantes à graines. La diversité des espèces dans ces écosystèmes était impressionnante. Des grandes formes arborescentes aux petites plantes herbacées qui s'enroulaient autour des troncs des arbres. L'eau des vastes rivières et lacs qui remplissaient les plaines fournissait un habitat pour les premiers amphibiens et divers organismes aquatiques. À cette époque, les premiers insectes apparurent sur Terre, tels que les anciennes libellules, avec une envergure de 75 cm. Leur présence dans les écosystèmes servait d'indicateur important de la santé de l'environnement. Dans ces conditions, les reptiles se développaient et occupaient de nouvelles niches écologiques. Les nombreux dépôts de charbon, formés par la décomposition des plantes, devinrent la base des futurs gisements de charbon, influençant ainsi le développement de l'énergie dans les époques ultérieures. La géologie de cette époque était diversifiée, avec de vastes plaines et basses terres où se formaient des dépôts de craie et de sable. Cet écosystème, avec sa haute productivité biologique, devint la base de l'évolution et de l'adaptation des organismes à venir. Par exemple, dans certaines régions,
de vastes étendues de marécages se formèrent, devenant des habitats pour les premiers amphibiens, tels que les ancêtres du carbone des grenouilles modernes. Le niveau d'oxygène dans l'atmosphère atteignait 35% grâce à une activité photosynthétique intense des plantes anciennes, y compris des fougères géantes et des conifères qui couvraient de vastes territoires. Ces plantes possédaient des mécanismes uniques de photosynthèse leur permettant d'absorber efficacement l'énergie solaire et de convertir le dioxyde de carbone en oxygène. Dans un climat chaud et humide favorisant la croissance de la végétation, la quantité de matière organique s'accumulait sous forme de tourbe, ce qui contribuait également à l'augmentation de l'oxygène dans l'atmosphère. Ce processus était accéléré par l'absence de micro-organismes capables de décomposer les résidus organiques, permettant ainsi au carbone de s'accumuler et de ne pas revenir dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Cette situation écologique créait des conditions idéales pour le développement de formes de vie variées, y compris de grands insectes comme le méganeur, avec une envergure de 75 cm, ce qui était impossible dans les conditions modernes avec un faible niveau d'oxygène. Ces insectes pouvaient développer de grands corps, car l'oxygène fournissait l'énergie nécessaire à leur métabolisme. De telles conditions favorisaient également l'apparition et le développement des premiers reptiles, qui remplaçaient les amphibiens en s'adaptant à de nouveaux écosystèmes. Un niveau d'oxygène plus élevé influençait également le développement des écosystèmes terrestres, où des réseaux alimentaires complexes émergeaient. La diversité des formes de vie sur Terre et dans l'eau augmentait, permettant la création de nouvelles espèces et écosystèmes. En conséquence, certains types de plantes, comme les fougères arborescentes, atteignaient une hauteur de 30 mètres, créant des écosystèmes forestiers uniques. Ces forêts devenaient le foyer de nombreux animaux, favorisant leur évolution. Dans de telles conditions, non seulement les grands organismes survivaient, mais aussi divers petits organismes qui utilisaient l'oxygène pour respirer et obtenir de l'énergie. La conservation d'une haute concentration d'oxygène dans l'atmosphère jouait également un rôle crucial dans la formation des gisements de charbon, car une grande partie de la végétation ne se décomposait pas, mais se transformait en charbon. Ces dépôts de charbon devenaient la principale source d'énergie pour les époques suivantes. Un niveau élevé d'oxygène permettait d'organiser des écosystèmes complexes qui avaient un impact durable sur la biosphère de la planète. Les gigantesques platanes de l'Lepidodendron, atteignant des hauteurs de 30 à 40 mètres et un diamètre de tronc pouvant atteindre 2 mètres, étaient parmi les plantes les plus impressionnantes de leur époque. Ces plantes anciennes, appartenant à la famille des Lepidodendraceae, possédaient des caractéristiques uniques qui leur permettaient de dominer les écosystèmes forestiers. Les lepidodendrons avaient des troncs rigides, recouverts d'une écorce, ce qui les rendait relativement résistants aux dommages mécaniques. Leurs feuilles, rappelant des aiguilles, formaient des spirales, permettant ainsi de capter efficacement la lumière solaire même dans des environnements à forte densité végétale. Grâce à cette structure, les lepidodendrons pouvaient rivaliser avec d'autres plantes pour la lumière, ce qui était crucial dans les forêts denses du période du carbone. Ces plantes non seulement produisaient de l'oxygène, mais servaient également de nourriture pour divers êtres vivants, tels que les insectes anciens et les reptiles herbivores. Tandis que certaines plantes absorbaient le carbone et libéraient de l'oxygène, les lepidodendrons accumulaient activement le carbone dans leurs tissus, contribuant ainsi à la formation de dépôts de charbon. Les recherches montrent que les lepidodendrons pouvaient se reproduire à la fois par spores et par graines, ce qui leur conférait une grande adaptabilité aux différents environnements. L'apparition de ces géants a conduit à la création d'écosystèmes uniques qui maintenaient la diversité de la vie. En particulier, leurs ombres permettaient à des plantes plus petites de se développer, créant des forêts à plusieurs étages complexes. Ces forêts étaient véritablement les poumons de la planète, permettant de maintenir un haut niveau d'oxygène dans l'atmosphère. De plus, les fruits des lepidodendrons, sous forme de cônes, contenaient des graines qui pouvaient conserver leur viabilité pendant longtemps, permettant ainsi une rapide colonisation de nouveaux territoires après des événements catastrophiques. En fin de compte, les lepidodendrons sont devenus un élément clé des écosystèmes qui ont façonné le paysage de cette époque, et leurs restes sont encore présents dans les couches de charbon, conservant ainsi l'histoire de la végétation du passé. Les troncs des anciens platanes de lepidodendron se distinguaient par une structure caractéristique qui leur conférait un aspect unique.
Ils étaient recouverts de cicatrices rhomboïdales formées par des feuilles tombées qui laissaient des traces avec le temps. Ces cicatrices, en réalité, étaient des empreintes qui se formaient sur l'écorce lorsque les feuilles tombaient et mouraient, laissant des marques de leur forme. Les troncs pouvaient atteindre un diamètre de plus de 2 mètres, ce qui les rendait parmi les plus grands des anciens arbres. Le système racinaire des lepidodendrons était massif et ramifié, assurant une stabilité et une fixation solide dans le sol. Les cimes de ces arbres pouvaient atteindre une hauteur de 30 mètres, leur permettant de dominer la canopée forestière et de recevoir le maximum de lumière solaire. Les feuilles des lepidodendrons étaient longues et étroites, atteignant une longueur de 30 cm, ce qui favorisait une photosynthèse efficace. Ces feuilles étaient généralement disposées en spirale, permettant d'utiliser au maximum la lumière solaire disponible. La structure interne du tronc était composée de bois solide, riche en lignine, ce qui rendait les arbres résistants aux dommages mécaniques et leur assurait une longue durée de vie. Les lepidodendrons possédaient également la capacité à croître de manière compensatoire, ce qui leur permettait de réparer les parties endommagées du tronc, augmentant ainsi leurs chances de survie dans la compétition avec d'autres plantes. La formation des cicatrices sur l'écorce ne témoignait pas seulement du vieillissement et du cycle de vie de l'arbre, mais jouait également un rôle important dans l'écosystème, offrant un abri aux petits animaux et contribuant à la formation de micro-écosystèmes. Ces cicatrices pouvaient persister pendant des millions d'années, comme en témoignent les fossiles, permettant aux scientifiques de reconstituer l'apparence des anciennes forêts. Les découvertes de lepidodendrons dans les couches de charbon confirment que leurs restes ont été préservés dans des conditions favorisant la formation du charbon, ce qui en fait des éléments clés pour l'étude de l'histoire de la végétation. Les calamites géantes, qui prospéraient durant la période du Carbone, étaient de véritables monstres du monde végétal, atteignant des hauteurs de 20 mètres. Ces plantes possédaient une anatomie unique qui leur permettait de croître à une telle hauteur. Leur principale cause de taille, Judas, était leur structure. Les calamites avaient des tiges creuses, similaires à celles du bambou, ce qui leur procurait légèreté et robustesse. Cette construction leur permettait d'utiliser efficacement la lumière solaire, car dans les forêts denses de la période du Carbone, la compétition pour la lumière était féroce. Les tiges élevées des calamites leur permettaient de se dresser au-dessus des autres plantes, accédant ainsi à la lumière solaire. De plus, leur capacité à croître rapidement était liée à une haute productivité de la photosynthèse, facilitée par l'abondance de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de l'époque. Les calamites possédaient un système racinaire bien développé, leur permettant d'extraire les nutriments du sol. Ces racines contribuaient également à maintenir le sol en place, prévenant l'érosion, ce qui jouait un rôle crucial dans les écosystèmes de l'époque. Les recherches montrent que les calamites pouvaient croître sur divers types de sols, ce qui les rendait résilients dans différentes conditions. La hauteur de ces plantes non seulement impressionnait, mais influençait également la flore et la faune environnante, créant des écosystèmes uniques. Les calamites servaient d'abri à de nombreux animaux, et leurs racines étendues offraient un habitat aux micro-organismes. De leur côté, leurs dimensions gigantesques contribuaient à la formation de forêts denses, qui modifiaient le climat de la Terre. Les paléobotanistes trouvent des fossiles de calamites qui permettent de mieux comprendre leur structure et leur mode de vie. Les découvertes montrent que les calamites avaient des ramifications complexes, augmentant la surface des feuilles et, par conséquent, l'efficacité de la photosynthèse. Cela était un facteur important de leur évolution et de leur succès dans les forêts ancestrales. Les calamites étaient l'un des premiers végétaux à s'adapter rapidement aux conditions changeantes de leur environnement, ce qui leur permit de dominer les écosystèmes de l'époque. Leur présence dans les dépôts de charbon prouve qu'ils jouaient un rôle significatif dans la formation du charbon, car leur décomposition laissait de grandes quantités de matière organique. En fin de compte, les dimensions géantes et la biologie unique des calamites en faisaient une partie essentielle des écosystèmes de la période du Carbone, laissant une empreinte durable dans l'histoire de la végétation. Les fougères arborescentes psaroniophytes se distinguaient par leur apparence impressionnante et leurs adaptations uniques à leur environnement. Elles atteignaient une hauteur de jusqu'à 30 mètres et possédaient de grandes feuilles dont la longueur pouvait dépasser 2 mètres, ce qui leur permettait d'absorber efficacement la lumière du soleil dans les forêts denses. Leur système racinaire était tout aussi remarquable. Ils formaient des structures complexes et entrelacées qui non seulement assuraient la stabilité de la plante,
mais aidaient également à retenir l'humidité dans le sol. Ces racines pouvaient s'enfoncer profondément dans la terre, atteignant des couches riches en nutriments, ce qui permettait aux psaroniophytes de survivre dans des conditions de concurrence avec d'autres plantes. Les feuilles qui poussaient à partir du sommet du tronc formaient une couronne dense qui servait de refuge à de nombreux petits animaux, tels que des lézards et des insectes, créant ainsi un véritable écosystème à hauteur. Les psaroniophytes se reproduisaient par des spores qui se développaient sur la face inférieure des feuilles, formant des zones sporeuses caractéristiques. Ces spores étaient légères et pouvaient être transportées par le vent sur de longues distances, favorisant ainsi la colonisation de nouveaux territoires. Les psaroniophytes jouaient également un rôle crucial dans le cycle du carbone, en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère et en libérant de l'oxygène, contribuant ainsi à l'équilibre des écosystèmes de leur époque. Les recherches montrent qu'ils pouvaient croître dans des conditions de forte humidité et dans des endroits ombragés, ce qui les rendait des plantes universelles capables de s'adapter à diverses conditions climatiques. Leur bois était léger et résistant, ce qui leur permettait de résister à de forts vents et à des précipitations sans se briser. Les psaroniophytes étaient largement répandus dans les régions où les conditions étaient humides et chaudes, et leurs restes fossiles sont donc trouvés dans diverses strates géologiques. La présence des psaroniophytes a été un facteur contribuant à la formation de gisements de charbon, en raison de leur accumulation et de leur décomposition au fond des anciens marécages. En fin de compte, leur grande dimension et leur stratégie d'adaptation ont fait des psaroniophytes des acteurs clés des écosystèmes du monde ancien, laissant un riche héritage sous forme de restes fossiles. Les cordettes ont été les premiers véritables arbres forestiers qui ont créé les conditions nécessaires à l'existence d'une flore et d'une faune diversifiées, caractéristiques du période du carbone. Ces ancêtres des conifères actuels étaient grands et élancés, atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, et possédaient une écorce distinctive qui les protégeait des parasites et des maladies. Les cordettes avaient des feuilles en forme d'aiguille qui réduisaient l'évaporation et leur permettaient de survivre dans des conditions de forte humidité. Leur système racinaire était profond et ramifié, assurant une alimentation stable et un soutien dans des conditions de vent fort. Les cordettes formaient des forêts denses qui assombrissaient le sol et modifiaient le microclimat, favorisant la croissance d'autres plantes. Ces forêts étaient le domicile de nombreux animaux, y compris des insectes, des reptiles et des mammifères, qui dépendaient des cordettes pour leur nourriture et leur abri. Au cours de leur existence, les cordettes ont développé des mécanismes de reproduction uniques, y compris des graines qui protégeaient les jeunes plants des conditions défavorables. Ces graines étaient plus résistantes à la sécheresse et pouvaient être dispersées sur de longues distances par le vent. Ainsi, les cordettes ont joué un rôle crucial dans la formation des écosystèmes, assurant stabilité et diversité. Leur bois est devenu le principal matériau de construction pour les premiers animaux, qui utilisaient les arbres tombés pour abris et nids. De plus, ce sont les cordettes qui ont contribué à la formation des gisements de charbon, qui sont devenus une source importante d'énergie et de combustible pour l'humanité. Au cours de leur décomposition, leurs restes ont formé de grandes réserves de charbon, qui ont commencé à se former il y a des millions d'années et continuent d'influencer la société actuelle. Les cordettes représentent une étape majeure dans l'évolution des plantes, car ils ont formé la base des forêts de conifères que nous voyons aujourd'hui. Leurs fossiles, découverts dans différentes parties du monde, témoignent de leur large répartition et de leur diversité de formes. Les géants végétaux du période du carbone atteignaient des dimensions impressionnantes grâce à un taux élevé d'oxygène dans l'atmosphère, qui atteignait environ 30%, bien supérieur aux niveaux actuels d'environ 21%. Cette abondance d'oxygène favorisait une croissance rapide des plantes et la formation de vastes forêts composées de fougères arborescentes et d'arbres conifères, tels que l'Archéoptéris. Ces plantes pouvaient atteindre une hauteur de 30 mètres, ce qui leur permettait de concurrencer efficacement pour la lumière solaire. L'absence de grands herbivores et de ravageurs modernes, ainsi que l'absence de prédateurs naturels, ont également joué un rôle dans la formation de ces formes de vie géantes. À cette époque, les écosystèmes ne possédaient pas de prédateurs naturels, ce qui favorisait la croissance et le développement de la flore sans entrave. De plus, ces conditions créaient un environnement idéal pour la reproduction et la dispersion des graines, favorisant ainsi la formation de forêts denses.
Les feuilles de ces géants végétaux étaient grandes et larges, ce qui leur permettait d'effectuer efficacement la photosynthèse et d'accumuler une quantité significative d'énergie. Ce stockage d'énergie a conduit à la formation d'une grande quantité de matière organique, qui est devenue la base des gisements de charbon. Étant donné que les conditions étaient favorables, les plantes pouvaient se développer dans divers écosystèmes, des marécages aux forêts, formant ainsi des communautés variées. Ces géants végétaux possédaient également une structure unique, leur permettant de retenir l'eau et de résister aux variations de température, ce qui les rendait plus résistants aux fluctuations climatiques. En conséquence, la flore de cette époque se distinguait par une incroyable diversité de formes et de tailles, témoignant d'un haut niveau d'activité biologique. Dans les fossiles de ces plantes, des traces de pollen et de graines anciennes ont été découvertes, confirmant ainsi leur diffusion. L'un des types les plus célèbres est le fougère géante, qui pouvait s'étendre sur plusieurs hectares. Dans ces conditions, les plantes ne se contentaient pas de survivre, mais prospéraient, créant des écosystèmes riches en vie. Les forêts marécageuses de cette époque étaient des écosystèmes denses et humides, où les plantes atteignaient des dimensions colossales. La hauteur de certains fougères arborescentes pouvait atteindre 30 mètres, créant des taillis impénétrables. Ces forêts étaient saturées d'eau grâce aux précipitations constantes et à la présence de marécages, formés par la décomposition des restes organiques. Dans ces conditions, non seulement les fougères, mais aussi divers arbres conifères, tels que les séquoias géants, se développaient. Ces derniers se distinguaient par leur écorce massive et leur tronc puissant. Dans la sous-bois, les mousses et les fougères formaient un tapis dense, permettant à peine à la lumière de pénétrer jusqu'au sol. Le sol mou et humide offrait des conditions idéales pour la décomposition des restes végétaux, favorisant ainsi la formation de couches organiques riches où de nombreux micro-organismes trouvaient refuge. Dans ces forêts, on pouvait rencontrer des vestiges fossiles d'insectes anciens, tels que des libellules avec une envergure d'ailes de 30 cm. Ces forêts étaient le foyer de nombreux animaux, y compris les amphibiens et les reptiles primitifs, qui utilisaient la dense sous-bois comme refuge contre les prédateurs. On pouvait souvent observer de grands insectes, comme les mouches primitives, voltigeant parmi les feuilles, apportant de la vie à cet écosystème primitif. Il est également important de noter que ces forêts marécageuses offraient des conditions idéales pour la formation du charbon, car des millions d'années plus tôt, les plantes mortes étaient enfouies dans les couches et se transformaient en charbon, devenant une source d'énergie importante pour l'humanité. Il est important de souligner que ces forêts étaient non seulement le foyer d'une grande diversité de la flore et de la faune, mais jouaient également un rôle crucial dans la formation du climat, régulant le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère grâce à leur capacité à la photosynthèse. Les plantes mortes qui s'accumulaient dans les forêts marécageuses sous l'influence du temps et de la pression se transformaient en charbon. Le processus de formation du charbon est connu sous le nom de carbonisation et commence par la mort de la végétation, qui est ensuite immergée dans l'eau ou la vase. Dans ces conditions, l'oxygène ne peut atteindre le matériau végétal, ce qui empêche sa décomposition. Sous une couche de sédiments tels que le sable et l'argile, les restes végétaux commencent à subir des transformations biochimiques. À ce stade, les micro-organismes jouent un rôle actif en décomposant les parois cellulaires et d'autres composés organiques. À mesure que les couches de sédiments s'accumulent, la pression augmente et la température monte, ce qui conduit à une transformation supplémentaire de la végétation en tourbe. La tourbe, composée principalement de carbone, est la première étape de la formation du charbon. Au fil des millions d'années, sous l'effet de la température et de la pression, la tourbe se transforme en lignite, puis en charbon brun, qui peut à son tour se transformer en charbon de pierre. Le charbon de pierre contient environ 80% de carbone et est considéré comme l'une des sources d'énergie les plus efficaces. Les plus grands gisements de charbon de pierre se trouvent dans des pays tels que les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Australie. Par exemple, aux États-Unis, le plus grand gisement se trouve dans les Appalaches, où le charbon est exploité depuis le début du XIXe siècle. Il est important de noter que les mines de charbon peuvent atteindre une profondeur supérieure à 1 kilomètre. Les gisements de charbon sont influencés par des processus géologiques tels que la tectonique des plaques, qui peuvent modifier la position et la disponibilité des ressources en charbon. En conséquence, certains gisements deviennent inaccessibles pour l'exploitation, tandis que d'autres, au contraire,
sont ouverts à l'exploitation. Au XXe siècle, la consommation mondiale de charbon a augmenté et il est devenu la principale source d'énergie pour l'industrie. Aujourd'hui, les centrales électriques au charbon produisent plus de 40% de l'électricité mondiale. Le charbon se forme au cours de longs processus géologiques impliquant les restes de plantes anciennes comme les fougères et les lycophytes. Ces plantes, qui poussaient dans des zones marécageuses, s'accumulaient au fond des plans d'eau. Lorsqu'elles mouraient, les restes végétaux étaient recouverts de couches de roches sédimentaires telles que la vase et le sable, créant ainsi des conditions pour la décomposition anaérobie. Sous l'effet de la pression et de la température croissante au fil du temps, se produit le processus de carbonification, au cours duquel les substances organiques se transforment en charbon. D'abord, se forme la tourbe, puis elle subira une métamorphose supplémentaire pour devenir du charbon de pierre. Ce processus prend des millions d'années, et à différents stades, le charbon peut présenter différentes caractéristiques, comme l'anthracite avec une haute teneur en carbone, ou le lignite avec une teneur plus faible. La période du charbon, ainsi nommée en raison de la présence abondante de gisements de charbon, a joué un rôle majeur dans la formation du système écologique de la planète. À cette époque, la Terre était couverte d'immenses forêts qui ont créé des conditions idéales pour l'accumulation de matières végétales. Les recherches scientifiques montrent que dans certaines régions, comme l'Europe actuelle et l'Amérique du Nord, les gisements de charbon peuvent contenir une biomasse équivalente à des milliards de tonnes de charbon. Ces gisements déterminent en grande partie l'histoire géologique de la Terre et influencent les changements climatiques. La période du charbon a également été la principale source de charbon, utilisée plus tard lors de la révolution industrielle, lorsque l'utilisation massive du charbon pour la production d'énergie et la sidérurgie a commencé. Par exemple, au XIXe siècle en Angleterre, le charbon est devenu le principal combustible pour les moteurs à vapeur, permettant le développement des transports ferroviaires et de l'industrie. Aujourd'hui encore, les gisements de charbon restent une ressource stratégique, jouant un rôle crucial dans l'économie et l'énergie de nombreux pays. Les mines de charbon, qui ont commencé à se développer au XIXe siècle, continuent de fonctionner au XXIe siècle, fournissant des emplois à des millions de personnes. Les méganeurs, ces gigantesques libellules, menaient une vie dans les marais et les forêts riches en végétation, qui leur fournissaient nourriture et lieux de reproduction. Ces insectes atteignaient une envergure impressionnante de jusqu'à 70 cm, ce qui en faisait les plus grands insectes volants de tous les temps. Les méganeurs possédaient une anatomie unique, incluant des ailes puissantes et lisses qui leur permettaient une maniabilité exceptionnelle en vol. Leur vision était également très développée, avec des yeux complexes qui leur permettaient de détecter les mouvements à grande distance, ce qui était crucial pour la chasse de petits insectes comme les mouches et autres invertébrés. Les scientifiques ont découvert que les ailes des méganeurs comportaient différents types de nervures, assurant ainsi une grande robustesse et flexibilité. Ces libellules pouvaient atteindre une vitesse de 25 km/h, leur permettant de chasser rapidement et d'éviter les prédateurs. De plus, leur capacité de vol était considérablement améliorée grâce à une musculature complexe qui leur permettait de contrôler chaque mouvement des ailes. Les méganeurs vivaient dans des environnements à forte humidité, favorisant ainsi leur reproduction. Les recherches montrent qu'elles pouvaient pondre leurs œufs dans l'eau stagnante, où les larves se développaient pendant une longue période. Les larves des méganeurs, avec leur long corps et leurs puissantes mandibules, étaient des prédateurs terrifiants, chassant d'autres insectes et même de petits vertébrés. La reproduction et le développement se déroulaient dans des plans d'eau, permettant ainsi d'éviter la concurrence avec d'autres espèces. Les méganeurs ont disparu il y a environ 300 millions d'années, mais leurs fossiles sont trouvés dans le monde entier, aidant les scientifiques à mieux comprendre les écosystèmes de cette époque. Par exemple, au XIXe siècle, des fossiles de méganeurs ont été découverts dans des mines de charbon en Europe, ce qui indique que ces insectes vivaient dans des forêts tropicales riches en flore et faune. Les dimensions des méganeurs et leurs adaptations uniques à leur environnement font d'eux un sujet d'étude pour les paléontologues et les biologistes, cherchant à comprendre comment le climat et les écosystèmes ont évolué au fil des siècles. Aujourd'hui encore, leurs imposantes dimensions et la structure de leurs ailes restent des thèmes importants d'étude dans le cadre des processus évolutifs qui ont conduit à l'apparition des libellules modernes. Les méganeurs ont été les premiers insectes
a montré que de grandes tailles ne sont pas toujours un obstacle à la survie dans des écosystèmes complexes. L'Arthropleura, vivant dans des conditions de forêt tropicale, était un véritable géant parmi les myriapodes, atteignant une longueur de 2,5 mètres, ce qui en fait le plus grand arthropode terrestre de l'histoire. Ces créatures vivaient à une époque où le niveau d'oxygène dans l'atmosphère était bien plus élevé qu'aujourd'hui, ce qui a favorisé leur grande taille et leur métabolisme actif. L'Arthropleura possédait un exosquelette rigide, ce qui lui permettait de se protéger des prédateurs, ainsi que des membres puissants capables de se déplacer sur des terrains complexes. Les recherches montrent qu'elle pouvait se déplacer à la fois sur terre et sur les arbres, ce qui lui permettait d'accéder à diverses sources de nourriture, y compris la végétation et les petits invertébrés. Sa complexe anatomie comprenait plus de 30 paires de membres, ce qui lui permettait de manœuvrer efficacement dans les forêts denses, pleines d'obstacles. Tandis que les myriapodes modernes se nourrissent principalement de matière organique en décomposition, l'Arthropleura avait probablement un régime alimentaire plus diversifié, y compris la prédation. Des fossiles montrent que l'Arthropleura pouvait atteindre de telles tailles grâce à sa capacité à s'adapter à des conditions environnementales changeantes, y compris les changements climatiques et la disponibilité de nourriture. Les dimensions légendaires de l'Arthropleura suscitent l'intérêt des scientifiques qui continuent d'étudier son rôle dans les écosystèmes de cette époque. Elle faisait partie intégrante de la chaîne alimentaire, et son extinction a probablement été un facteur influençant le développement ultérieur des écosystèmes terrestres. Des fossiles de l'Arthropleura ont été trouvés dans divers endroits, y compris des mines de charbon en Europe et en Amérique du Nord, ce qui confirme son large répartition. Il est intéressant de noter que ses dimensions et la forme de son corps pouvaient non seulement servir à la protection, mais aussi à l'attraction des partenaires lors de la reproduction. Les recherches scientifiques montrent que de grands arthropodes comme l'Arthropleura étaient extrêmement vulnérables aux changements dans les écosystèmes, ce qui en fait un sujet important d'étude dans le contexte de l'évolution. L'étude de l'Arthropleura aide à comprendre comment de grands organismes s'adaptaient à leur environnement et quels facteurs influençaient leur survie. En conséquence, l'Arthropleura reste l'un des organismes les plus discutés et étudiés en paléontologie, représentant un intérêt à la fois pour la communauté scientifique et pour le grand public. Le niveau élevé d'oxygène atteint à cette époque créait des conditions idéales pour le développement des insectes jusqu'à des tailles colossales. La concentration d'oxygène dans l'atmosphère dépassait 21%, favorisant ainsi l'augmentation de la taille du système respiratoire de ces organismes. Les scientifiques supposent que c'est précisément ce qui a permis à certaines espèces, comme le méganeur, dont l'envergure des ailes pouvait atteindre 70 cm, de développer un mécanisme respiratoire efficace. Dans une atmosphère riche en oxygène, les insectes pouvaient obtenir plus d'oxygène nécessaire pour un métabolisme actif, ce qui favorisait leur croissance. Il est intéressant de noter que ces formes de vie géantes n'étaient pas seulement le résultat de l'augmentation de la disponibilité de l'oxygène, mais aussi de l'absence de prédateurs naturels. À cette époque, il n'y avait pas de mammifères sur la planète qui auraient pu représenter une concurrence sérieuse pour les insectes. L'adaptation aux conditions environnementales jouait également un rôle important. Les insectes pouvaient atteindre des tailles plus grandes, car leurs exosquelettes, composés de chitine, offraient la résistance et la protection nécessaires. Des expériences menées avec des insectes modernes montrent que l'augmentation du niveau d'oxygène jusqu'à 30% peut entraîner une augmentation significative de leur taille, confirmant ainsi l'hypothèse selon laquelle les insectes géants du passé étaient le résultat de telles conditions. De plus, l'augmentation de la taille des insectes influait sur l'écosystème. Ils pouvaient jouer des rôles de pollinisateurs et de distributeurs de nutriments à un niveau bien supérieur à celui des espèces modernes. Ainsi, les concentrations élevées d'oxygène ne contribuaient pas seulement à la survie, mais créaient également un écosystème unique où les insectes dominaient. À mesure que le climat changeait et que le niveau d'oxygène diminuait, la taille des insectes diminuait également, et à la fin de cette période, ils n'atteignaient plus les mêmes dimensions impressionnantes que leurs ancêtres. Les faits montrent que dans des conditions de saturation en oxygène, les insectes pouvaient développer leurs gènes, assurant ainsi des adaptations uniques à leur environnement. Les géants Archimelax étaient parmi les créatures les plus impressionnantes de leur époque,
atteignant la taille d'un rat. Ces insectes, appartenant à l'ordre Blattodea, avaient une longueur de corps pouvant atteindre 30 cm. Leur grande taille était possible grâce à un niveau élevé d'oxygène dans l'atmosphère, qui leur permettait de développer leurs organes respiratoires et de maintenir un métabolisme actif. L'Archimélax possédait un corps robuste et plat, protégé par un exosquelette solide, ce qui lui permettait de survivre dans divers environnements, y compris des changements climatiques rigoureux. Les fossiles montrent que leurs ailes antérieures pouvaient atteindre 35 cm d'envergure, ce qui leur permettait de voler sur de longues distances. Ces insectes avaient des mandibules puissantes capables de broyer la végétation, leur permettant de se nourrir de divers aliments, y compris l'écorce des arbres et les débris en décomposition. Dans leur écosystème, l'Archimélax jouait un rôle important comme décomposeur, favorisant la décomposition des substances organiques et le maintien de l'équilibre dans l'environnement. Leur présence influençait également d'autres espèces, créant une concurrence pour la nourriture et le territoire. Tandis que de nombreux insectes modernes ont évolué vers des formes plus petites, l'Archimélax démontrait des adaptations uniques lui permettant de survivre et de dominer son époque. Les fossiles trouvés dans les couches de charbon montrent que l'Archimélax a existé pendant au moins 30 millions d'années et a laissé un héritage significatif. Ces insectes ne se contentaient pas d'attirer l'attention des scientifiques par leur taille, mais ils étaient également essentiels pour comprendre les écosystèmes du période du charbon, où la vie sur Terre était complètement différente. Leurs fossiles peuvent être trouvés dans des pays comme l'Allemagne et les États-Unis, ce qui souligne leur large répartition. L'Archimélax, comme d'autres grands insectes, est devenu victime des changements climatiques et de la baisse du niveau d'oxygène, ce qui a finalement conduit à l'extinction des grandes formes de vie. Ainsi, l'étude de l'Archimélax nous ouvre une fenêtre sur le passé, montrant comment les conditions environnementales peuvent influencer l'évolution et la diversité des espèces. Actuellement, l'Archimélax reste l'un des plus grands insectes connus, ce qui en fait une partie importante de l'histoire paléontologique. Les scorpions Pulmonoscorpius, qui vivaient à l'ère préhistorique, impressionnent par leurs dimensions. Ils atteignaient une longueur de 70 cm. Ces prédateurs possédaient un exosquelette rigide qui leur offrait une protection contre les ennemis, ainsi que des pinces puissantes capables de saisir et de retenir leur proie. Les Pulmonoscorpius se distinguent par une adaptation unique. Ils pouvaient respirer à la fois par leurs poumons et par des parties spéciales de leur corps, ce qui leur permettait de survivre dans des conditions de faible teneur en oxygène. Leurs piquants venimeux puissants étaient utilisés pour paralyser leurs victimes, ce qui en faisait des chasseurs efficaces dans leurs écosystèmes. Les scientifiques estiment que les Pulmonoscorpius étaient parmi les premiers prédateurs terrestres, ce qui les place dans la catégorie des grands arthropodes de l'époque. Ces créatures vivaient dans les mers peu profondes et les zones côtières, où il était possible pour elles de se développer dans des conditions moins dangereuses pour les grands prédateurs. La structure de leur corps leur permettait de s'adapter à divers environnements, ce qui les rendait compétitifs dans la lutte pour les ressources. Les fossiles de Pulmonoscorpius sont trouvés dans des régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui témoigne de leur large répartition. Il est envisagé que leur universalité et leur capacité d'adaptation leur ont permis de coexister avec d'autres espèces, y compris les insectes géants et les amphibiens primitifs. Les spécimens adultes de Pulmonoscorpius pouvaient peser jusqu'à 1 kg, ce qui était une masse significative pour les arthropodes de l'époque. L'analyse de leurs fossiles montre qu'ils possédaient un système nerveux développé, ce qui leur permettait de réagir rapidement aux menaces et de chasser efficacement. Ces scorpions servaient également de nourriture pour des prédateurs plus grands, ce qui les plaçait dans une chaîne alimentaire complexe. Les Pulmonoscorpius étaient des acteurs importants dans les écosystèmes de leur temps, et leur extinction est devenue un indicateur des changements climatiques et des conditions de vie. Ces créatures ont laissé une empreinte significative dans l'histoire, aidant les scientifiques à comprendre comment la vie s'est développée sur Terre. Les fossiles découverts montrent que les Pulmonoscorpius étaient capables de se reproduire dans des conditions variées, ce qui a favorisé leur dispersion dans différentes régions. En conséquence, les Pulmonoscorpius sont devenus non seulement des prédateurs anciens, mais aussi des objets d'étude importants pour les paléontologues. Au cours du période du charbon, il n'existait pas de grands prédateurs vertébrés capables de contrôler la taille des arthropodes, ce qui était le résultat de plusieurs facteurs liés à l'écosystème de l'époque. En premier lieu,
Les principaux prédateurs n'étaient pas des vertébrés, mais de grands invertébrés comme les pulmonoscorpions et divers types de crustacés. Ces créatures atteignaient des tailles considérables, parfois dépassant les 80 cm de long, et occupaient efficacement la niche de prédateurs dans un environnement où les vertébrés ne faisaient que commencer à se développer. La raison de l'absence de grands prédateurs vertébrés était également le fait qu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de saut évolutif significatif parmi les ancêtres des amphibiens et des reptiles modernes. Par exemple, les amphibiens primitifs comme le dictoane, bien qu'ils aient des adaptations plus complexes que les vertébrés sans tête, n'avaient pas atteint des tailles qui auraient pu menacer les grands arthropodes. De plus, l'écosystème était orienté vers les plantes terrestres et aquatiques, qui, malgré leur puissance, ne fournissaient pas une nourriture adéquate pour les grands vertébrés. Il est également important de mentionner que les conditions climatiques de cette période favorisaient le développement des forêts tropicales et des marécages, mais ne soutenaient pas les grands prédateurs. Par exemple, l'humidité élevée et la abondance de végétation créaient des conditions idéales pour la vie et la reproduction des invertébrés, tandis que les prédateurs vertébrés ne pouvaient pas rivaliser pour les ressources. Les capacités de survie de nombreux invertébrés leur permettaient de dominer la chaîne alimentaire, ce qui ralentissait également l'évolution des formes de vie plus grandes et plus complexes. De plus, les groupes éteints comme les poissons anciens n'avaient pas les adaptations nécessaires pour chasser efficacement les grands arthropodes. Ces facteurs combinés ont conduit à l'absence de grands prédateurs vertébrés capables de réguler la taille des arthropodes dans les écosystèmes de la période du charbon, ce qui a duré jusqu'à l'apparition de formes de vie plus développées. En fin de compte, cette période a été marquée par le développement des invertébrés qui ont pu occuper une position dominante dans divers écosystèmes. Les Eriops, l'une des premières amphibiens, vivaient dans des plans d'eau entourés de forêts denses. Ces créatures atteignaient une longueur de jusqu'à 1 mètre, leur corps étant recouvert d'une peau lisse qui leur permettait de se déplacer efficacement à la fois dans l'eau et sur terre. Les Eriops possédaient des membres puissants qui leur permettaient de se déplacer avec agilité dans les eaux peu profondes et de chasser des proies vulnérables comme les insectes et les petits poissons. Leur large tête plate était dotée de dents acérées, ce qui en faisait des prédateurs efficaces. Ces amphibiens étaient capables de survivre dans les conditions les plus variées, ce qui leur permit de se répandre rapidement dans les écosystèmes, l'occupant divers niches écologiques. Les Diplocapsus, quant à elles, étaient des amphibiens plus grands, atteignant une longueur de jusqu'à 2 mètres. Leur corps avait une structure plus massive et robuste, ce qui les protégeait des prédateurs. Elles possédaient également des membres arrière puissants, leur permettant de se déplacer rapidement sur terre et de faire des sauts nécessaires pour la chasse. Ces créatures étaient semi-aquatiques, vivant souvent dans des plans d'eau douce où elles pouvaient trouver de la nourriture et un abri. La structure de leur crâne et leur rangée de dents indiquaient qu'elles étaient principalement des prédateurs, utilisant leur force et leur vitesse pour capturer leur proie. Ces amphibiens présentaient les premiers signes d'adaptation à la vie sur Terre, y compris des modifications du système respiratoire, leur permettant de respirer de l'air lorsqu'elles étaient sur la berge. Les Eriops et les Diplocapsus devinrent des figures importantes dans les écosystèmes de leur temps, car elles ne remplirent pas seulement les vides de la chaîne alimentaire, mais devinrent les ancêtres des amphibiens plus modernes. Par exemple, les Eriops montrent comment les vertébrés ont progressivement développé la capacité à s'adapter à la vie sur Terre, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'évolution. Ces amphibiens se distinguaient par leur diversité de formes et de tailles, mais tous étaient liés à l'environnement aquatique. Ainsi, leur existence a marqué le début de nombreux changements évolutifs futurs, qui ont conduit à l'apparition de formes de vie plus complexes. Les Eriops et les Diplocapsus ont laissé une empreinte significative dans l'histoire de la vie sur Terre, car elles devinrent les précurseurs du passage à des amphibiens plus grands et plus complexes qui colonisèrent la Terre des millions d'années plus tard. Ces créatures représentent des éléments importants dans la chaîne de l'évolution, démontrant comment la vie sur Terre s'est adaptée au changement de son environnement. Eogyrinus, connu sous le nom de l'une des plus grandes amphibiens de son époque, pouvait atteindre une longueur de 4,5 mètres et possédait une série de caractéristiques uniques qui le distinguaient des autres représentants de son environnement écologique. Cette immense amphibie avait un corps puissant, des membres longs et une grande tête avec des mâchoires massives,
ce qui en faisait un prédateur efficace dans ses habitats aquatiques. Eogyrinus vivait dans des eaux douces, telles que les rivières et les lacs, où il chassait le poisson et les petits animaux, utilisant ses dents acérées pour capturer sa proie. Une particularité de sa morphologie était son corps plat et large, ce qui lui permettait de se déplacer agilement dans l'eau et de développer rapidement sa vitesse lors de la chasse. Ses ancêtres étaient probablement de plus petits êtres, mais Eogyrinus est devenu l'un des pionniers de l'adaptation à l'environnement aquatique, ce qui lui a permis de s'emparer d'une niche autrefois inaccessible aux amphibiens plus petits. Les paléontologues trouvent des fossiles d'Eogyrinus dans divers endroits, y compris l'Amérique du Nord et l'Europe, ce qui témoigne de sa large répartition. Les recherches montrent que cette espèce pouvait développer sa longueur grâce à une croissance rapide pendant sa jeunesse, ce qui lui donnait un avantage dans la compétition pour les ressources. Eogyrinus pouvait également utiliser ses puissantes pattes pour se déplacer sur Terre, ce qui lui ouvrait de nouvelles possibilités pour la chasse et le refuge. Les os d'Eogyrinus montrent des signes indiquant sa capacité à rester sous l'eau pendant de longues périodes, ce qui pourrait être lié à ses habitudes de chasse. Cette espèce est un maillon important dans la compréhension de l'évolution des amphibiens, car ses caractéristiques servent d'exemple de la manière dont les animaux s'adaptent à divers environnements de vie. En tant que l'un des premiers grands prédateurs, Eogyrinus représente une étape de transition dans l'évolution des vertébrés, passant de l'environnement aquatique à des formes de vie plus complexes, vivant sur la Terre. Les fossiles de cette espèce sont trouvés dans des couches datées de millions d'années, ce qui souligne son importance dans l'étude des écosystèmes anciens. Eogyrinus est devenu un objet clé pour les paléontologues, car l'étude de son anatomie et de son mode de vie aide à mieux comprendre comment l'évolution des amphibiens s'est produite et quels facteurs ont influencé leur développement dans des conditions climatiques changeantes. La taille d'Eogyrinus et ses adaptations à l'environnement aquatique ont fait de lui non seulement un prédateur, mais aussi un acteur majeur des écosystèmes de son époque, influençant les populations d'autres espèces et leur évolution. Les amphibiens de cette époque étaient étroitement liés aux plans d'eau en raison de leurs habitudes reproductives et de leurs caractéristiques biologiques. Contrairement aux reptiles, qui ont réussi à s'adapter à la vie sur Terre, les amphibiens avaient besoin d'eau pour se reproduire. Leurs œufs, dépourvus de coquilles solides, ne pouvaient pas survivre dans des conditions climatiques sèches, ce qui expliquait pourquoi la reproduction se faisait dans les plans d'eau, où ils pouvaient se développer dans un environnement sûr. Par exemple, les grenouilles pondaient leurs œufs dans les eaux stagnantes, assurant ainsi l'humidité nécessaire et la protection contre les prédateurs. De plus, les larves de ces amphibiens, comme les têtards, avaient besoin d'eau pour leur développement, passant par une phase de métamorphose où ils se transformaient en individus adultes. Parmi ces amphibiens, on trouve divers types de salamandres anciennes qui menaient une vie aquatique pendant une grande partie de leur développement. Leurs caractéristiques anatomiques, telles que la présence de branchies à l'état larvaire et de poumons à l'état adulte, soulignent leur dépendance à l'environnement aquatique. Cette nécessité de plans d'eau ne limitait pas seulement leur aire de répartition, mais déterminait également les niches écologiques qu'ils occupaient. Les études de fossiles montrent que dans les écosystèmes où les amphibiens pouvaient se reproduire librement, on observait une grande diversité d'espèces, ce qui indiquait une adaptation réussie aux conditions. Il est important de noter que ces conditions garantissaient non seulement la sécurité pour la descendance, mais aussi l'accès à la nourriture, favorisant ainsi la survie de diverses formes de vie. En fin de compte, la dépendance des amphibiens au plan d'eau a conduit à la formation d'écosystèmes uniques où ils sont devenus des acteurs importants des chaînes alimentaires, influençant les populations d'autres organismes. Les recherches montrent que précisément ces caractéristiques de reproduction et de cycle de vie des amphibiens ont contribué à leur survie dans des conditions où d'autres espèces n'auraient pas pu survivre. Les premiers reptiles sont apparus sur Terre grâce à un processus évolutif qui leur a permis de s'adapter à des conditions inaccessibles aux amphibiens. Ces créatures, telles que les diapsides et les synapsides, possédaient des caractéristiques uniques qui leur ont conféré un avantage significatif. Contrairement aux amphibiens, les reptiles ont développé une enveloppe protectrice pour leurs œufs, ce qui leur a permis de se reproduire sur Terre, indépendamment des plans d'eau. Ces œufs étaient recouverts d'une coquille solide protégeant les embryons de la déshydratation et des prédateurs, permettant ainsi d'étendre le processus de reproduction sur des périodes plus longues.
Les reptiles possédaient également un système respiratoire plus perfectionné, basé sur des poumons, leur permettant d'extraire efficacement l'oxygène de l'air, alors que les amphibiens dépendaient souvent de la respiration cutanée, nécessitant un environnement humide. Cela a permis aux reptiles de s'installer dans des écosystèmes plus diversifiés et secs. De plus, leur peau, recouverte d'écailles, empêchait la perte d'humidité, ce qui était crucial pour leur survie dans des conditions de température élevée et d'accès limité à l'eau. Les reptiles ont commencé à occuper des niches précédemment inaccessibles aux amphibiens et se sont rapidement répandus dans divers écosystèmes. Ils ont pu s'adapter à divers environnements, allant des forêts tropicales au désert. L'apparition des premiers reptiles a également constitué la base du développement ultérieur de formes de vie plus complexes, telles que les dinosaures, qui ont dominé la planète pendant des millions d'années. Ces premiers reptiles n'ont pas seulement transformé les écosystèmes, mais ont également été les précurseurs de tous les reptiles, oiseaux et mammifères modernes. Les reptiles apparus à cette époque ont ouvert la voie à la diversité des espèces que nous observons aujourd'hui. Gillonome, l'une des plus anciennes reptiles de son temps, était un petit être, de la taille d'un lézard moderne, et habitait les forêts denses qui couvraient la terre. Ces reptiles appartenaient à un groupe connu sous le nom de paréasavres et se distinguaient par une forme de corps inhabituelle, des membres fins et une longue queue, ce qui leur permettait de se déplacer rapidement dans les sous-bois. Gillonome possédait des dents caractéristiques de son espèce, qui lui permettaient de se nourrir de nourriture végétale, mais il pouvait également être omnivore. Ses dents acérées et ses muscles de mâchoire assuraient une mastication efficace de la nourriture, ce qui était crucial pour sa survie. Les scientifiques pensent que Gillonome vivait dans des climats chauds et humides, où il trouvait diverses sources de nourriture, y compris des feuilles, des graines et probablement des insectes. Des fossiles de Gillonome ont été trouvés dans divers endroits, y compris les territoires des États-Unis modernes et de l'Europe, ce qui témoigne de sa large répartition. La taille de Gillonome variait de 30 à 50 cm de long, ce qui le rendait suffisamment petit pour se cacher des prédateurs dans la végétation dense. Ces reptiles affichaient également des comportements intéressants. Ils pouvaient grimper aux arbres, ce qui leur offrait une protection supplémentaire et un accès à la nourriture. Gillonome, comme d'autres reptiles précoces, jouait un rôle important dans les écosystèmes de son temps, favorisant la propagation de la végétation et l'équilibre des chaînes alimentaires. Ces créatures étaient les premières à coloniser les écosystèmes terrestres et leur apparition a précédé l'explosion de développement d'autres reptiles, tels que les dinosaures, qui sont devenus dominants par la suite. Gillonome a laissé derrière lui de nombreux fossiles, qui aident les scientifiques à étudier l'évolution des reptiles et leur adaptation aux conditions changeantes de leur environnement. Les recherches montrent que Gillonome possédait un métabolisme suffisamment élevé pour être actif toute la journée. Sa capacité à s'adapter à divers climats était un facteur clé de sa survie et de sa répartition dans différentes régions. La légendaire capacité de Gillonome à survivre dans des conditions de forte concurrence et de changement climatique est devenue une étape importante dans l'évolution des reptiles. Il est important de noter que Gillonome n'était pas simplement un observateur de son temps, mais un acteur actif des écosystèmes dans lesquels il vivait, contribuant à la transformation du paysage et de la biodiversité. Ces reptiles ont formé la base de nombreux autres types qui les ont suivis, et leur héritage continue d'être étudié par les scientifiques du monde entier. Gillonome incarne cette ancienne lignée évolutive qui a conduit à l'apparition des reptiles modernes, des oiseaux et des mammifères. L'apparition de l'œuf amniotique a été un événement révolutionnaire dans l'histoire des reptiles, leur permettant de coloniser avec succès la Terre. Cet œuf, à la différence des formes de reproduction antérieures, permettait aux embryons de se développer dans un environnement protégé, éliminant ainsi le besoin d'un milieu aquatique pour la reproduction. Les œufs amniotiques présentent plusieurs caractéristiques clés qui ont favorisé la survie et l'adaptation des reptiles à la vie terrestre. Tout d'abord, ils sont entourés d'un amnios, une enveloppe protectrice qui empêche la déshydratation et les dommages physiques. Ensuite, la présence d'un allantoïde, qui sert de réservoir pour les déchets métaboliques et les produits de la respiration, a permis aux embryons d'utiliser efficacement les ressources disponibles. Ces adaptations ont considérablement augmenté les chances de survie dans des conditions où l'accès à l'eau peut être limité. Les reptiles, tels que les ancêtres des lézards et des serpents actuels, pouvaient pondre des œufs sur Terre,
ce qui offrait une plus grande liberté de choix pour l'emplacement de la reproduction. Par exemple, tandis que les amphibiens étaient contraints de pondre leurs œufs dans l'eau, les reptiles pouvaient s'établir dans un plus large éventail d'écosystèmes, y compris les déserts et les forêts. Cela a également favorisé la diversification des espèces, allant des petits lézards aux grands dinosaures. De plus, les œufs amniotiques ont permis aux reptiles de réduire la concurrence avec les espèces aquatiques, leur permettant d'occuper des niches écologiques précédemment inoccupées. De plus, cette forme de reproduction offrait une protection aux petits contre les prédateurs, ce qui est devenu un facteur crucial pour augmenter la survie. En conséquence, les reptiles ont non seulement réussi à s'adapter à diverses conditions climatiques, mais ont également développé des formes uniques, telles que les tortues à carapace ou les lézards volants. L'apparition de l'œuf amniotique a constitué la base pour l'évolution ultérieure des reptiles, ouvrant la voie à l'apparition des mammifères et des oiseaux. L'œuf amniotique, en fin de compte, est devenu un symbole du succès des reptiles, qui ont réussi à conquérir la Terre et à établir leur domination sur la planète. Les pélycosaures, qui vivaient sur Terre pendant la période du Carbone, représentent un groupe unique de prédécesseurs des mammifères et jouent un rôle crucial dans l'histoire évolutive. Leurs caractéristiques distinctives étaient les voiles caractéristiques sur leur dos, qui provenaient des processus épineux allongés des vertèbres. Ces structures étaient probablement utilisées pour la thermorégulation ou pour la démonstration, ce qui pouvait jouer un rôle dans le comportement social de ces animaux. Les pélycosaures pouvaient atteindre une longueur de 5 mètres et possédèrent des mâchoires puissantes, leur permettant de chasser efficacement une variété de proies, y compris les poissons et les invertébrés. Leurs dents étaient spécialisées pour couper et broyer, ce qui indique un régime alimentaire mixte. Le dimétrodon, le représentant le plus connu de ce groupe, n'est pas un dinosaure, mais une forme plus ancienne de reptile. Le dimétrodon avait une anatomie unique, y compris des membres longs, ce qui lui permettait de se déplacer rapidement sur Terre. Les recherches montrent que les pélycosaures pouvaient occuper différentes niches écologiques, allant des prédateurs aux herbivores. Une particularité de leur mode de vie était leur capacité à s'adapter à divers environnements, ce qui a contribué à leur survie et à leur prospérité. Ils habitaient à la fois des écosystèmes humides et secs, et pouvaient être trouvés dans divers paysages, des forêts aux plaines ouvertes. Comme de nombreux autres reptiles de l'époque, les pélycosaures ont disparu en raison des changements climatiques et de la concurrence avec des groupes d'animaux plus modernes. Leurs fossiles ont été découverts dans divers endroits, y compris l'Amérique du Nord et l'Europe, permettant aux chercheurs de mieux comprendre leur anatomie et leur comportement. Aujourd'hui, les pélycosaures font l'objet d'études intensives, car leurs caractéristiques uniques et leur mode de vie fournissent des informations précieuses sur la transition des reptiles aux mammifères. Les fossiles trouvés dans des couches datées de plus de 300 millions d'années offrent aux chercheurs la possibilité d'étudier leurs liens évolutifs et leurs adaptations qui ont influencé le développement des vertébrés terrestres. Le dimétrodon, qui vivait à la fin du Permien, est devenu le premier grand prédateur terrestre et se distinguait de ses congénères grâce à une anatomie et un comportement uniques. Cet animal atteignait une longueur de 4 mètres et possédait une crête caractéristique, similaire à une voile, sur le dos, qui pouvait servir à la thermorégulation ou à la démonstration. Ses dents étaient acérées et pointues, ce qui lui permettait de chasser efficacement d'autres animaux, y compris de petits reptiles et des vertébrés sans vertèbres. La structure de sa mâchoire indique qu'il était un prédateur actif, capable de saisir et de retenir sa proie. Les recherches montrent que le dimétrodon avait un métabolisme élevé, ce qui lui permettait de rester actif même dans des conditions de variation de température. Ces fossiles, trouvés dans des lieux comme le Texas et l'Oklahoma, permettent aux scientifiques d'analyser son mode de vie et son comportement. Le dimétrodon représente une étape importante dans l'évolution des vertébrés terrestres, car ses caractéristiques anatomiques précèdent l'apparition des premiers mammifères. Ces restes, découverts dans des couches datées de plus de 200 millions d'années, permettent aux chercheurs de comprendre comment les écosystèmes anciens fonctionnaient et comment les prédateurs s'adaptaient aux conditions changeantes. Le dimétrodon a joué un rôle clé dans les écosystèmes de son temps, car il occupait les niveaux supérieurs de la chaîne alimentaire, influençant la diversité et le comportement des autres animaux. Par rapport aux prédateurs modernes, le dimétrodon avait des adaptations uniques, telles que des pattes robustes,
ce qui lui permettait de se déplacer sur Terre, et cela ouvrait de nouvelles possibilités pour la chasse. Ces restes fossiles, trouvés dans des dépôts salins, montrent qu'il vivait dans des conditions chaudes et humides, ce qui favorisait son existence. La présence de tels grands prédateurs comme le dimétrodon signifie que les écosystèmes de cette époque étaient plus complexes et diversifiés qu'on ne le pensait previously. Cette espèce est devenue non seulement un pionnier parmi les prédateurs terrestres, mais aussi un maillon important dans la chaîne évolutive qui a conduit à l'apparition des mammifères. Les restes du dimétrodon, découverts dans diverses formations géologiques, continuent d'intéresser les paléontologues qui cherchent à comprendre son comportement et son rôle écologique. À la fin du période du charbon, le climat a subi des changements significatifs qui ont influencé les écosystèmes et la biodiversité biologique. La température a progressivement diminué, entraînant un refroidissement global et des modifications des conditions du sol. À cette époque, de grands continents ont commencé à se former sur Terre et le niveau des océans a considérablement fluctué. Cela était lié à l'activité tectonique. Les continents se déplaçaient, créant de nouveaux environnements pour la vie. Les forêts chaudes et humides du période du charbon ont cédé la place à des zones climatiques plus sèches et plus fraîches. En conséquence, certains types de plantes, comme les grandes fougères et les lycophytes, qui dominaient depuis des millions d'années, ont commencé à disparaître. À leur place, des plantes plus résistantes aux changements, comme les cicadophytes et les conifères, ont commencé à apparaître. Ces changements dans la végétation ont, à leur tour, influencé les animaux. De nombreux types, incapables de s'adapter aux nouveaux environnements, se sont éteints. À cette époque, les mammifères et les reptiles ont commencé à se développer, occupant les niches libérées par les espèces disparues. Il est important de noter que, à ce moment-là, les conditions climatiques ont favorisé la formation de grands gisements de charbon, qui sont devenus la base de l'industrie charbonnière future. Cela a également influencé l'équilibre du carbone dans l'atmosphère, car les dépôts de charbon sont devenus une source de carbone qui était libérée dans l'atmosphère lors de la combustion. De plus, en raison des changements climatiques, les écosystèmes ont été déplacés vers des conditions plus arides et plus froides, rendant la survie de nombreux types plus difficile. À mesure que la température continuait de baisser, des écosystèmes plus diversifiés se sont formés, préparant le terrain pour l'évolution ultérieure de la vie sur la planète. À cette époque, les premiers ancêtres des mammifères modernes ont commencé à s'adapter aux nouveaux environnements de vie. Les scientifiques ont découvert que, à cette époque, le niveau d'oxygène dans l'atmosphère a considérablement augmenté, favorisant la croissance des grands animaux terrestres et augmentant leur métabolisme. Les faits montrent que les changements climatiques ont joué un rôle clé dans la formation des écosystèmes qui existaient au début du période permien. Le refroidissement progressif et la dessiccation du climat ont entraîné des changements significatifs dans les écosystèmes de la Terre, créant des conditions où la survie de nombreuses espèces est devenue un véritable défi. Au cours de cette période, la température de la planète a diminué, affectant ainsi la flore et la faune. Il y avait de vastes forêts dominées par des conifères comme les araucarias et les gingos, mais avec le déclin du climat, leur diversité a considérablement diminué. Les scientifiques ont déterminé que le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère avait chuté, ce qui a aggravé les conditions pour la végétation. Dans des conditions de sécheresse et de température basse, de nombreuses espèces végétales ont commencé à disparaître, tandis que d'autres se sont adaptées en développant des systèmes racinaires plus profonds pour trouver de l'eau. Les géants insectes comme les méganèvres sont devenus moins courants, et leur place a été prise par des espèces plus petites qui pouvaient s'adapter plus rapidement aux conditions changeantes. Parmi les mammifères, les ancêtres des espèces modernes ont évolué vers des formes plus compactes, ce qui leur permettait de mieux conserver la chaleur. À cette époque, l'activité volcanique a également augmenté, entraînant des éruptions de soufre et de poussière dans l'atmosphère, ce qui a aggravé les conditions climatiques. La concentration des gaz à effet de serre a changé, contribuant à la formation de nouvelles zones climatiques, comme les déserts, qui ont occupé de vastes territoires. Cela a créé des conditions uniques pour la survie des espèces les plus résistantes, capables de s'adapter à la chaleur et à la rareté d'eau. Les recherches montrent que la Terre a alors connu l'un des plus grands massifs d'extinction de son histoire, lorsque environ 90% de tous les organismes marins et environ 75% des espèces terrestres ont disparu.
En conséquence de cet événement catastrophique, des changements significatifs se sont produits dans les écosystèmes de la planète, permettant à de nouvelles formes de vie de s'installer dans les espaces laissés par les organismes disparus. Les changements climatiques résultant de l'extinction massive ont eu un impact significatif sur la flore qui se développait pendant la période du charbon. Les géants fougères, les lycopodes et les plantes arborescentes qui dominaient précédemment ont commencé à subir de sérieux stress en raison des modifications des conditions environnementales. L'augmentation de la température et la diminution de l'humidité ont conduit à ce que de nombreuses espèces ne pouvaient s'adapter aux nouvelles réalités. Par exemple, les arbres de 30 mètres comme le lepidodendron sont devenus rares, car ils nécessitaient une abondance d'humidité et des microclimats spécifiques pour croître. À leur place, des espèces plus résistantes, capables de survivre dans des conditions de chaleur accrue et de manque d'eau, ont commencé à se répandre. À cette époque, des plantes comme les graines d'arbres résineux nobles sont apparues, plus résistantes à la sécheresse, grâce à leur enveloppe cireuse qui les protégeait de l'évaporation de l'eau. Ce changement dans le monde végétal a ouvert de nouvelles niches écologiques pour divers organismes, offrant des opportunités pour l'évolution. Avec le passage à des conditions climatiques plus sèches, de nouveaux types d'insectes sont apparus, devenant pollinisateurs pour les plantes qui s'étaient adaptées aux nouvelles conditions. Par exemple, à cette époque, les premiers représentants des insectes capables de survivre à des conditions plus rigoureuses sont apparus, contribuant ainsi au développement ultérieur des écosystèmes. De plus, les modifications de la végétation ont eu un impact sur la faune, car les nouvelles plantes sont devenues une source de nourriture pour les animaux ayant survécu aux conditions modifiées. Les recherches scientifiques montrent que ces changements ont entraîné la migration des espèces à la recherche de conditions plus favorables à leur existence. Ainsi, de nouvelles espèces de plantes adaptées à la sécheresse ont commencé à occuper les niches précédemment occupées par les géants fougères et les lycopodes, entraînant une transformation significative de la flore sur la planète. À la fin de cette période, plus de 30% des espèces de plantes avaient été considérablement modifiées, formant la base pour le développement ultérieur de la vie sur Terre. Les grandes fougères et les lycophytes ont commencé à disparaître en raison de changements climatiques et écologiques brutaux survenus à cette époque. La diminution du niveau de dioxyde de carbone et l'augmentation de la température ont entraîné des modifications significatives des conditions de croissance des plantes. À cette période, de nombreuses de ces plantes n'ont pas pu s'adapter aux nouveaux environnements, ce qui a conduit à leur extinction. Les araignées et les reptiles anciens, qui dépendaient de ces plantes, ont également commencé à rencontrer des difficultés pour survivre. L'une des causes de leur extinction était la concurrence avec de nouvelles espèces de flore, qui étaient plus adaptatives et résistantes aux conditions climatiques changeantes. Par exemple, les plantes à graines, telles que les conifères, ont rapidement conquis de nouveaux territoires, car leurs graines pouvaient se propager sur de longues distances et offraient une plus grande résistance à la sécheresse. Ces nouvelles espèces possédaient des mécanismes de pollinisation plus efficaces et pouvaient croître dans une plus large gamme de conditions, ce qui leur a donné un avantage. Les recherches montrent que d'ici la fin de cette période, 14% de toutes les plantes terrestres étaient des plantes à graines. En conséquence de cette concurrence, les grandes fougères et les lycophytes ont vu leurs habitats se réduire, ce qui a contribué à leur extinction. L'incapacité à s'adapter aux nouveaux environnements a également entraîné une diminution de leur population. Un autre facteur important était le changement du niveau d'eau dans les tourbières, où elles croissaient souvent, ce qui a également eu un effet négatif sur leur existence. Les périodes de sécheresse et les changements dans l'équilibre hydrique ont contribué à la réduction de leur aire de répartition. Face à ces changements, le système écologique a subi des transformations majeures et à la fin de ce processus, plus de 90% des espèces de grandes fougères et de lycophytes ont disparu de la surface de la Terre. La résilience des écosystèmes a été affaiblie et en conséquence de cette disparition, de nouveaux communautés se sont formées, dominées par des plantes plus modernes et adaptatives. Les premiers véritables arbres résineux, tels que les pins et les sapins, ont commencé à apparaître sur Terre en raison de changements écologiques survenus à la fin du Dévonien et au début du Carbonifère. Ces arbres possédaient des adaptations cruciales qui leur permettaient de survivre dans des conditions moins stables que précédemment. Les arbres résineux ont développé des feuilles en aiguille,
ce qui réduisait l'évaporation d'eau et leur permettait de survivre dans des climats plus secs. À cette époque, des genres tels que Archaeopteris et d'autres prédécesseurs des arbres résineux modernes ont émergé. Archaeopteris, qui se distinguait de ses prédécesseurs, était le premier arbre à pouvoir se reproduire par graines, ce qui a été une étape importante dans l'évolution des plantes. Ce genre, apparu il y a environ 300 millions d'années, possédait une grande hauteur et un système racinaire puissant, ce qui lui permettait de s'enraciner solidement dans le sol. À cette époque, les écosystèmes subissaient des transformations qui créaient de nouvelles niches pour les arbres résineux. Grâce à leurs adaptations, les forêts résineuses ont commencé à occuper de vastes territoires, en particulier là où dominaient précédemment les grandes fougères et les lycopodes. Leur bois, solide et résistant à la pourriture, est devenu une ressource précieuse pour les animaux et les humains. Ces arbres, à leur tour, ont créé un nouveau niveau d'écosystème où les forêts résineuses servaient de domicile à de nombreux animaux, y compris les dinosaures, qui ont commencé à se développer à cette époque. Les pins et les sapins, devenus dominants dans les forêts, ont commencé à se répandre activement grâce à leurs graines, qui pouvaient être transportées par le vent sur de longues distances. Cela a créé des conditions propices à leur colonisation de nouveaux territoires, ce qui a contribué à leur succès évolutif. Au fil du temps, les arbres résineux ont commencé à former des écosystèmes uniques où se formaient des chaînes alimentaires complexes basées sur leur bois, leurs cônes et leurs aiguilles. Les arbres résineux n'ont pas seulement modifié le paysage, mais ont également influencé le climat, car leur feuillage absorbait le dioxyde de carbone et libérait de l'oxygène, ce qui a contribué à la modification de la composition atmosphérique. Il est important de noter que d'ici la fin du Permien, les arbres résineux ont occupé une grande partie des forêts, ce qui a préfiguré leur domination ultérieure pendant l'ère mésozoïque. Les plantes à graines, qui se sont développées pendant la période permienne, sont devenues une étape cruciale de l'évolution de la flore planétaire, car elles possédaient un ensemble d'avantages adaptés aux conditions climatiques sèches. Ces plantes, telles que les gingophytes et les conifères, ont pu s'adapter aux conditions défavorables grâce à leurs graines, qui protégeaient les embryons et garantissaient leur survie dans des conditions difficiles. Les graines avaient des enveloppes rigides, ce qui leur permettait de conserver l'humidité et de se protéger des dommages mécaniques et des rayons ultraviolets, ce qui est particulièrement important dans les régions chaudes et sèches. Dans des conditions où l'humidité était limitée, les plantes à graines ont pu se propager plus efficacement que leurs prédécesseurs sporeux. Par exemple, les graines des conifères, grâce à leur forme légère et ailée, pouvaient être transportées par le vent sur de grandes distances, favorisant ainsi la colonisation de nouveaux territoires. Cela leur a permis d'occuper de nouvelles niches écologiques, tandis que les plantes sporeuses restaient limitées dans leurs habitats. Un aspect important est que les plantes à graines ont commencé à développer un système racinaire capable de s'enfoncer profondément dans le sol pour rechercher de l'eau. Ces racines non seulement fournissaient aux plantes de l'eau, mais renforçaient également le sol, prévenant l'érosion, ce qui était crucial dans les conditions de sécheresse. En outre, les plantes à graines, grâce à leur capacité à la photosynthèse, pouvaient utiliser l'énergie solaire de manière plus efficace, leur permettant de croître même en conditions de sécheresse. Par exemple, certaines espèces, comme les araucarias, atteignaient des hauteurs de 50 mètres et formaient des forêts denses qui fournissaient de l'ombre et contribuaient à maintenir l'humidité dans l'environnement. Ainsi, les plantes à graines ne se sont pas seulement adaptées à un climat changeant, mais ont également commencé à former de nouveaux écosystèmes où leurs espèces dominaient, assurant la diversité de la vie sur Terre. Les arbres conifères, tels que les séquoias, ont commencé à occuper de vastes étendues, formant des forêts qui sont devenues le foyer de nombreux animaux et autres plantes, créant des interactions complexes au sein des écosystèmes. Par exemple, les séquoias peuvent vivre plus de 3000 ans et atteindre un diamètre de tronc de plus de 10 mètres, ce qui en fait certains des organismes les plus grands et les plus durables de la planète. La diminution du niveau d'oxygène dans l'atmosphère pendant la période permienne a eu un impact significatif sur les tailles des insectes, ce qui constitue l'un des aspects les plus intéressants de l'évolution de cette époque. L'oxygène, comme on le sait, est essentiel pour la respiration de tous les organismes aérobies, et sa concentration dans l'atmosphère à cette période fluctuait considérablement. Par exemple, dans certaines régions, le niveau d'oxygène est tombé à 21%,
créant des conditions stressantes pour de nombreuses espèces. Cependant, dans ces conditions, les insectes, grâce à leurs adaptations uniques, ont pu développer de grandes tailles, ce qui était lié à leur système respiratoire basé sur les trachées. Les trachées permettent aux insectes d'obtenir de l'oxygène directement de l'air, ce qui les rend moins dépendants de sa concentration dans l'atmosphère. En conséquence, certaines espèces d'insectes, comme le Méganévra, atteignaient une envergure de 80 cm, devenant ainsi les plus grands insectes volants de tous les temps. Ces géants pouvaient efficacement absorber l'oxygène, malgré sa faible concentration, ce qui est confirmé par leurs caractéristiques anatomiques, telles que les trachées agrandies et un système circulatoire plus efficace. Il est intéressant de noter que c'est à cette époque que sont apparus d'autres grands types, comme les scorpions et les araignées préhistoriques, qui ont également profité de la diminution de la concurrence et des changements dans les écosystèmes. Ainsi, cette diminution de l'oxygène a permis à certains insectes de se développer jusqu'à des tailles géantes, ce qui a également contribué à leur domination dans les écosystèmes. Les changements climatiques et floristiques, ainsi que l'absence de grands prédateurs à cette période, ont créé des conditions idéales pour la reproduction et la croissance de ces organismes. Les recherches scientifiques montrent que le niveau d'oxygène dans l'atmosphère était lié à des changements climatiques globaux, qui, à leur tour, influençaient la biosphère dans son ensemble. C'est pourquoi, pendant la période permienne, nous observons non seulement une diversité de formes de vie, mais aussi des exemples fascinants d'adaptation qui continuent d'intéresser les scientifiques et les chercheurs. Les tailles de certains insectes pendant la période permienne montrent comment la vie sur Terre peut s'adapter aux conditions changeantes et comment l'évolution peut conduire à des résultats inattendus. Les découvertes scientifiques confirment qu'à cette époque, il existait des insectes qui pouvaient atteindre des tailles comparables à celles des oiseaux modernes. Les thérapsides du Permien représentent un groupe d'ancêtres avancés des mammifères, qui ont commencé à évoluer dans des conditions où les changements climatiques formaient de nouveaux écosystèmes. Ces créatures, appartenant à la classe des amniotes, se distinguaient des reptiles par une plus grande thermorégulation et une structure dentaire plus complexe, ce qui leur permit de s'adapter à des régimes alimentaires variés. L'un des représentants les plus connus des thérapsides est le Dicynodon, qui pouvait atteindre 3 mètres de long et possédait une mâchoire puissante, capable de broyer la nourriture végétale. Les recherches montrent que ces dents étaient spécialisées pour traiter divers types d'aliments, ce qui en fait l'un des premiers exemples d'animaux avec un régime alimentaire varié. Un aspect important de leur évolution était le développement de la fourrure, ce qui indique des tentatives pour assurer la thermorégulation nécessaire à la survie dans des conditions climatiques changeantes. Les thérapsides possédaient également des caractéristiques uniques du squelette, telles qu'une position plus verticale des membres, ce qui leur permettait de se déplacer plus efficacement sur le sol par rapport à leurs prédécesseurs, qui avaient des pattes placées latéralement. Ces changements anatomiques ont conduit à un mode de vie plus actif et, en fin de compte, ont préparé le terrain pour l'apparition des mammifères. Un autre exploit des thérapsides a été le développement d'un système respiratoire complexe, permettant une meilleure absorption de l'oxygène, ce qui était crucial pour la survie dans des conditions d'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les données fossiles montrent que les thérapsides formaient un groupe diversifié, allant des petites formes de la taille d'un chat aux grands animaux de la taille des rhinocéros modernes. Ils occupaient diverses niches écologiques, ce qui témoigne d'un haut degré d'adaptabilité à divers environnements. Il est intéressant de noter que de nombreux thérapsides possédaient des éléments caractéristiques des mammifères, tels qu'une structure plus complexe de l'oreille, ce qui indique leur lien évolutif avec les futurs mammifères. Ces créatures non seulement ont survécu dans des conditions difficiles de leur époque, mais ont également préparé le terrain pour le développement ultérieur des mammifères, qui ont ensuite occupé les niches écologiques après l'extinction massive. Les thérapsides, en somme, sont devenus les ancêtres des mammifères, et leur diversité et leurs adaptations continuent d'être étudiées par les paléontologues cherchant à comprendre comment la vie sur Terre a évolué au fil des millions d'années. La découverte de fossiles de Dicynodon en Afrique du Sud, datés d'environ 200 millions d'années, en est un exemple. Les Gorgonops, connus sous le nom des premiers prédateurs à sabre de l'histoire de la Terre, constituent un exemple extraordinaire d'évolution, survenue au cours du période permienne.
Ces animaux possédaient des canines caractéristiques, pouvant atteindre plus de 30 cm de longueur, qu'ils utilisaient pour chasser d'autres animaux. Les Gorgonops se distinguaient par leur robustesse, leur longueur pouvant atteindre environ 2 mètres et leur poids pouvant parfois dépasser 100 kg. Une particularité de leur anatomie était la forme de leur crâne. Il était allongé et large, ce qui permettait d'accueillir de puissantes muscles de mastication, ainsi qu'un large angle de vision. Ces prédateurs étaient très diversifiés, incluant des espèces telles que le Giganotosaurus et le Dicynodon, qui s'adaptaient à divers environnements. Contrairement à leurs prédécesseurs, les Gorgonops possédaient un système de régulation thermique plus développé, leur permettant de chasser dans des conditions climatiques variées. Leurs fossiles ont été découverts non seulement en Afrique du Sud, mais aussi dans d'autres parties du monde, y compris en Russie et en Chine, ce qui indique une large répartition géographique. Les découvertes montrent que les Gorgonops préféraient les écosystèmes forestiers et arbustifs, où ils pouvaient facilement se cacher de leur proie. Ils étaient des prédateurs actifs, chassant des petits herbivores et d'autres créatures, en utilisant des tactiques de guet-apens et d'attaque surprise. Les changements évolutifs chez les Gorgonops incluaient également une amélioration de l'ouïe et de l'odorat, leur donnant un avantage dans la chasse. Leur crâne contenait des cavités spéciales indiquant la présence de terminaisons nerveuses sensibles, facilitant la perception des sons et des odeurs. Ces caractéristiques ont fait des Gorgonops l'un des prédateurs les plus réussis de leur époque, mais ils n'ont pas pu survivre à l'extinction massive qui a eu lieu à la fin du période permienne. Les paléontologues continuent d'étudier leurs fossiles pour mieux comprendre comment ces créatures ont survécu et s'adapter aux changements constants de leur environnement. Les fossiles de Gorgonops ont été trouvés dans des couches riches en fossiles d'autres animaux, ce qui suggère qu'ils occupaient le sommet de la chaîne alimentaire et influençaient l'écosystème de leur temps. L'apparition des premiers herbivores reptiliens, les pareiasaures, a marqué un pas significatif dans l'évolution des animaux sur Terre. Ces créatures, atteignant une longueur de 2,5 mètres, se caractérisaient par une corpulence massive et une peau solide recouverte de plaques osseuses. Les pareiasaures évoluaient dans des conditions où de nouveaux écosystèmes apparaissaient sur la planète, et la concurrence entre les prédateurs et les herbivores devenait de plus en plus intense. Leurs dents étaient adaptées pour broyer la végétation, leur permettant de se nourrir de diverses plantes, y compris les feuilles et l'écorce des arbres. Contrairement à leurs ancêtres, les pareiasaures possédaient un système digestif plus complexe, ce qui leur permettait de digérer efficacement la cellulose. Ces reptiles occupaient une niche qui n'était pas suffisamment remplie auparavant, et leur apparition a contribué à modifier la structure des écosystèmes où coexistaient désormais prédateurs et herbivores. Les découvertes de fossiles de pareiasaures en Russie et en Afrique du Sud confirment qu'ils vivaient sur de vastes territoires et s'adaptaient à diverses conditions climatiques. Leurs restes ont été trouvés dans des couches contenant des traces de végétation, ce qui indique qu'ils pouvaient se déplacer librement dans les zones herbacées et forestières. Les pareiasaures pouvaient également mener une vie sociale, ce qui suggère des interactions de groupe, probablement pour se protéger des prédateurs. Il est intéressant de noter que leur développement a coïncidé avec l'apparition des premiers mammifères, créant des conditions uniques pour l'évolution de divers groupes d'animaux. Les paléontologues notent que les pareiasaures ont été les prédécesseurs de plus tardifs herbivores reptiliens, tels que les dinosaures, qui ont considérablement modifié les écosystèmes de la planète par la suite. Ces reptiles non seulement ont survécu dans des conditions difficiles, mais ont également influencé l'évolution ultérieure d'autres espèces. Les fossiles de pareiasaures montrent qu'ils utilisaient diverses stratégies pour trouver de la nourriture, y compris un déplacement lent sur le territoire à la recherche de sources de nourriture. De plus, leurs plaques osseuses servaient probablement non seulement de protection contre les prédateurs, mais aussi à la régulation thermique, ce qui était crucial pour leur survie dans des conditions climatiques variables. Grâce à leurs adaptations, les pareiasaures sont devenus une partie importante des écosystèmes, formant des chaînes alimentaires et influençant la diversité de la vie dans les écosystèmes de leur époque. La formation du supercontinent Pangée s'est produite à la suite de complexes processus tectoniques, lorsque les continents ont commencé à se contracter et à se réunir en une seule entité. Cette union, composée des continents modernes, s'est réalisée grâce au mouvement des plaques tectoniques qui se déplaçaient et s'entrechoquaient. À la fin de la formation de Pangée, il y a environ 300 millions d'années,
Le continent couvrait presque toute la surface terrestre, créant des conditions climatiques et écologiques uniques. Étant donné l'ampleur de Pangée, cela a entraîné des changements significatifs dans les conditions climatiques. Les régions intérieures du continent subissaient des températures extrêmes, avec des étés chauds et des hivers froids, rendant le climat plus continental. En revanche, les régions côtières bénéficiaient d'un climat plus tempéré grâce à l'influence des océans. De vastes déserts se formaient sur le côté intérieur du continent en raison du manque d'eau, car les océans étaient éloignés du centre de Pangée. Ces conditions favorisaient le développement d'écosystèmes spécifiques, y compris des plantes et des animaux adaptés à des conditions rigoureuses. Par exemple, c'est à cette époque que les premiers conifères ont commencé à apparaître, capables de survivre dans des conditions arides. En même temps, sur les périphéries de Pangée, il existait des zones plus humides et fertiles où prospéraient les forêts tropicales. Ces forêts étaient le foyer de nombreuses espèces, y compris des reptiles et des amphibiens précoces qui se développaient et se diversifiaient. Les changements climatiques dus à la formation de Pangée ont également influencé la biogéographie, car de nombreuses espèces ont commencé à migrer à la recherche de conditions de vie plus favorables. À la fin du période permienne, la structure continentale de Pangée avait déjà considérablement influencé la répartition de la flore et de la faune, créant de nouvelles niches écologiques. Il est intéressant de noter que ces changements climatiques, résultant de l'union du continent, ont conduit à l'extinction de certaines espèces incapables de s'adapter, précédant les extinctions massives ultérieures. Les recherches scientifiques montrent que ces changements climatiques et écologiques ont joué un rôle clé dans l'évolution de la vie sur Terre. Les déserts intérieurs, apparus au centre du supercontinent de Pangée, sont le résultat de conditions climatiques uniques qui se sont formées à cette époque. Ce supercontinent, couvrant une grande partie de la surface terrestre, a considérablement modifié la circulation des courants atmosphériques. Cela a conduit à la formation de vastes régions arides où le niveau de précipitation était extrêmement faible et où les températures atteignaient des valeurs extrêmes. À l'intérieur de Pangée, de grandes zones désertiques comme le Karoo s'étendaient sur des milliers de kilomètres, créant des conditions peu favorables à la vie. La flore et la faune qui pouvaient survivre dans ces conditions se sont adaptées à un haut niveau d'évaporation et à un manque d'eau. Par exemple, les reptiles vivant dans ces déserts ont développé des mécanismes de régulation thermique et pouvaient survivre sans eau pendant de longues périodes. Les principaux types de plantes, comme les conifères et les fougères, étaient rares, tandis que les plantes herbacées et épineuses, capables de survivre dans des conditions de pénurie d'eau, prédominaient. Le climat aride favorisait la formation de solons et de grandes dunes de sable, qui modifiaient le paysage des déserts. Dans ces conditions, des écosystèmes uniques existaient. Par exemple, dans certains endroits, des plans d'eau temporaires se formaient, attirant des migrations animales de courte durée. Ces migrations étaient importantes pour maintenir les populations, car l'accès à l'eau était limité le reste de l'année. Étant donné que Pangée occupait une grande partie de la surface de la planète, elle est devenue le centre de nombreux processus géologiques, y compris le volcanisme et les mouvements tectoniques, ce qui influençait également le climat et l'écologie de la région. L'activité volcanique dans certaines parties de Pangée conduisait à la formation de sols fertiles, créant un contraste avec les paysages désertiques environnants. Ces processus ont conduit à la formation de complexes écosystèmes qui, malgré les conditions rigoureuses, ont pu maintenir la diversité de la vie. Par exemple, dans certains oasis désertiques, on pouvait rencontrer des espèces animales et végétales rares qui s'étaient adaptées à la vie dans des conditions extrêmes. Ces oasis devenaient souvent des centres d'activité pour les espèces migratrices et jouaient un rôle important dans l'écosystème des déserts. Les déserts de Pangée sont devenus des laboratoires pour l'étude de l'adaptation des organismes vivants aux conditions extrêmes, fournissant aux scientifiques des données uniques sur le processus d'évolution. En fin de compte, les déserts intérieurs de Pangée non seulement formaient le paysage, mais contribuaient également activement aux changements évolutifs qui se sont produits à cette époque. Les changements géographiques survenus pendant le Permien ont eu une influence significative sur l'évolution de la vie. La fusion des continents a conduit à la formation du supercontinent de Pangée, modifiant ainsi les conditions climatiques et les écosystèmes de la planète. Les régions intérieures de Pangée sont devenues isolées, favorisant le développement d'organismes uniques. Par exemple, dans ces conditions sont apparus les premiers reptiles, qui se sont adaptés à des conditions plus chaudes et sèches,
contrairement à leurs ancêtres amphibiens. À cette époque, on observe également une augmentation de la diversité des organismes marins, tels que les trilobites et les ammonites, qui sont devenus des éléments importants des écosystèmes. Parallèlement, les écosystèmes terrestres ont subi des transformations. Les forêts composées de fougères géantes et d'arbres conifères ont commencé à dominer le paysage. En raison des changements climatiques, y compris le réchauffement global, il y a eu une transition vers des écosystèmes plus diversifiés et résilients. Ces conditions ont favorisé l'évolution de divers groupes d'organismes, y compris les ancêtres des mammifères et des oiseaux. D'autres facteurs, tels que les changements du niveau de la mer, ont également influencé la répartition des espèces. Dans certaines régions, des inondations ont créé de nouveaux écosystèmes marins, tandis que dans d'autres, l'exposition des terres a ouvert de nouvelles possibilités pour la colonisation par les plantes et les animaux. De plus, les changements dans les conditions atmosphériques, causés par l'activité volcanique, ont conduit à une augmentation du dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre, favorisant ainsi le développement des forêts tropicales. Ces forêts sont devenues des centres importants de biodiversité, où de nouvelles espèces de flore et de faune se sont formées. En conséquence, à la fin du Permien, on observe une augmentation significative de la biodiversité, qui servira de base pour les écosystèmes futurs. Par exemple, l'apparition des premiers vrais mammifères, qui ont commencé à évoluer dans des conditions où la concurrence avec d'autres groupes d'organismes devenait de plus en plus intense. L'événement le plus notable de cette période a été une extinction massive, au cours de laquelle environ 90% des espèces marines et 95% des espèces terrestres ont disparu. Cette extinction a ouvert de nouvelles niches pour les organismes survivants, favorisant ainsi l'évolution et la diversification de la vie sur Terre. Dans ce contexte, les changements géographiques et climatiques sont devenus des moteurs des processus évolutifs, formant la diversité des espèces vivantes que nous observons aujourd'hui. À la fin du période permienne, une crise écologique a atteint un point critique, conséquence de la combinaison de plusieurs facteurs. Le principal d'entre eux était un changement climatique brutal, caractérisé par un réchauffement global et une augmentation de l'acidité des océans. Cela était dû à une activité volcanique intense dans la région actuelle de la Sibérie, où s'est formé un vaste domaine de volcans connu sous le nom de traps sibériens. Les éruptions volcaniques survenues sur des millions d'années ont rejeté des trillions de tonnes de dioxyde de carbone et de gaz sulfurique dans l'atmosphère, contribuant ainsi à l'effet de serre. Le changement des températures des océans et de l'atmosphère a entraîné une augmentation des températures moyennes de 8 degrés Celsius, ce qui a été fatal pour de nombreuses espèces. De plus, les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère ont diminué en raison de la prolifération des micro-organismes, créant des difficultés supplémentaires pour les mammifères et autres organismes survivants. À cette époque, une destruction massive de la végétation a également été observée, affectant à la fois les écosystèmes terrestres et marins. Les forêts, qui couvraient autrefois de vastes territoires, ont commencé à disparaître, laissant des espaces vides où se trouvaient autrefois des conifères et des fougères. Cette diminution de la végétation a entraîné la perte de sources de nourriture pour de nombreux animaux, aggravant leur situation. Le ralentissement des processus de photosynthèse a également contribué à la détérioration de la qualité de l'air, affectant la santé des êtres vivants dépendants de l'oxygène. Les écosystèmes sous-marins ont également été confrontés à des changements majeurs. Le niveau d'oxygène dans l'eau a chuté, entraînant la disparition massive d'organismes marins. Par exemple, à cette époque, environ 90% des espèces de coraux ont disparu, ainsi qu'une grande quantité de mollusques et d'autres organismes marins. Ces conditions ont conduit à ce qu'à la fin de la période permienne, moins d'1% de toutes les espèces aient survécu, ce qui constitue l'un des plus grands événements de masse de l'histoire de la Terre. L'état des écosystèmes continuait à se détériorer, entraînant une réduction drastique de la biodiversité, ouvrant la voie à de nouvelles espèces qui ont pu s'adapter aux conditions modifiées. Les traps sibériens constituent l'un des événements volcaniques les plus spectaculaires de l'histoire de la Terre, survenus à la fin du période permienne. Ces gigantesques éruptions ont formé d'énormes couches de lave basaltique s'étendant sur une superficie d'environ 1 million de kilomètres carrés, créant des formations géologiques impressionnantes qui peuvent encore être observées aujourd'hui. L'activité volcanique a débuté il y a environ 100 000 ans
et s'est poursuivie pendant plusieurs millions d'années, entraînant la formation de couches de lave d'une épaisseur pouvant atteindre 2000 mètres. Les éruptions étaient si puissantes qu'elles ont expulsé d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de soufre dans l'atmosphère, ce qui a entraîné des changements climatiques radicaux. Ces changements climatiques, probablement, ont conduit à un refroidissement et à une augmentation de l'acidité des océans, ce qui a eu des effets négatifs sur les écosystèmes marins. Les recherches montrent que ces activités volcaniques ont entraîné une augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère d'environ 3 fois, ce qui a provoqué l'effet de serre. Les traps sibériens ont non seulement influencé le climat, mais aussi la situation écologique, favorisant l'apparition de pluies toxiques et la diminution de l'oxygène dans l'eau. Ces facteurs ont joué un rôle crucial dans l'extinction massive des organismes de cette époque. Par exemple, en conséquence de ces changements, la plupart des êtres marins, tels que les trilobites et de nombreuses espèces de poissons, ont disparu. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact sur les écosystèmes terrestres. Les forêts peuplées de diverses plantes et animaux ont également souffert des changements climatiques et des conditions écologiques. Les recherches montrent que sur Terre, plus de 70% des espèces ont disparu, ce qui a ouvert de nouvelles niches pour la survie et l'évolution des organismes restants. Les traps sibériens ne sont pas seulement un phénomène géologique, mais une catastrophe qui a transformé toute la vie sur la planète, créant des conditions pour une nouvelle étape de l'évolution. L'activité volcanique a également conduit à la formation de vastes réserves de charbon et d'autres combustibles fossiles, qui sont ensuite devenus la base du développement économique de diverses régions. Il existe également des théories liant les éruptions à la formation de grandes réserves de pétrole et de gaz, ce qui souligne l'importance de ces processus géologiques pour le monde moderne. Les roches volcaniques formées à la suite de ces éruptions sont encore étudiées par les scientifiques, fournissant des clés pour comprendre non seulement l'histoire de la Terre, mais aussi les processus qui se sont déroulés dans le passé lointain. Le Permien-Triasien a été la plus grande catastrophe de l'histoire de la Terre, entraînant la disparition d'environ 86% de toutes les espèces marines et de 75% des animaux terrestres. Ce cataclysme s'est produit en raison de la combinaison de plusieurs facteurs. L'un des principaux mécanismes était l'activité volcanique dans la région des traps sibériens actuels, où les éruptions duraient probablement plusieurs millions d'années. De vastes quantités de lave étaient rejetées à la surface, formant des couches massives de roches volcaniques. Ces éruptions libéraient dans l'atmosphère une quantité significative de dioxyde de carbone et de gaz sulfuré, entraînant un changement brutal du climat. Parallèlement, le réchauffement global provoquait une modification du niveau d'oxygène dans les océans, ce qui avait un effet négatif sur la vie marine. Les recherches montrent que la température de l'océan pouvait augmenter de 9 degrés Celsius, favorisant ainsi l'extinction massive des coraux et d'autres organismes marins. Le changement brutal des conditions écologiques affectait également les écosystèmes terrestres. La diminution du niveau d'oxygène et l'augmentation du dioxyde de carbone entraînaient la mort des organismes multicellulaires, perturbant ainsi les chaînes alimentaires. Cet événement a été un moment clé dans l'histoire de la Terre, car il a ouvert la voie à de nouvelles formes de vie, y compris les dinosaures, qui ont dominé la planète pendant les millions d'années suivantes. En conséquence du Permien-Triasien, il y a eu un changement brutal dans les écosystèmes, modifiant la biosphère et créant des conditions pour l'évolution de nouvelles espèces. Les scientifiques continuent d'étudier cette période pour mieux comprendre comment de telles catastrophes peuvent influencer la vie sur Terre. Il existe des hypothèses selon lesquelles les changements climatiques et les catastrophes écologiques ont un caractère cyclique, et l'étude du Permien-Triasien peut fournir une clé pour comprendre les crises écologiques actuelles. Par exemple, des recherches ultérieures ont montré que l'activité volcanique a augmenté le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère de plus de 3 fois, entraînant des changements climatiques globaux. Lors du Permien-Tria, l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre, il y a eu une extinction de 86% des espèces marines et de 70% des vertébrés terrestres. Les scientifiques relient cela à de nombreux facteurs, y compris des changements climatiques abrupts, une activité volcanique intense et des variations du niveau d'oxygène dans les océans. Les éruptions volcaniques dans la région actuelle de la Sibérie ont créé de vastes plateaux de lave, connus sous le nom de traps sibériens,
qui ont rejeté d'énormes quantités de gaz à effet de serre et d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela a conduit à un réchauffement global de plusieurs degrés, rendant de nombreux écosystèmes inhabitables pour la vie. Parmi les espèces marines affectées figuraient les trilobites, qui existaient depuis des millions d'années, mais n'ont pas pu survivre à de tels changements. En conséquence, il y a eu un effondrement des écosystèmes marins, où les récifs coralliens, qui étaient le foyer de nombreuses espèces, ont disparu, laissant des espaces vides. Les vertébrés terrestres, tels que les grands reptiles et certains amphibiens, n'ont pas pu s'adapter aux nouvelles conditions. En raison des changements climatiques et de la diminution des ressources alimentaires, de nombreuses espèces animales, y compris les ancêtres des dinosaures, ont disparu. À cette époque, de nouvelles niches écologiques ont commencé à se former, qui seront occupées par divers groupes d'animaux, y compris les premiers dinosaures, qui ont commencé à dominer dans les nouvelles conditions. Les scientifiques pensent que cette extinction a été un catalyseur pour l'évolution et la diversification des espèces au cours des millions d'années suivantes. Par exemple, des recherches ont montré que cet événement a marqué le début d'une nouvelle ère, où les premiers mammifères ont occupé une niche laissée vacante par la disparition des grands reptiles. Comparativement à eux, la taille et la diversité des dinosaures au cours du Trias étaient limitées, mais cette période a été la base de leur développement ultérieur et de leur domination au cours du Jurassique et du Crétacé. Environ 100 millions d'années après cet événement, les dinosaures ont atteint leur apogée, occupant diverses niches écologiques, allant des prédateurs aux herbivores, ce qui a été rendu possible précisément grâce aux changements catastrophiques survenus à la suite de l'extinction Permien-Triassique. Les zones mortes dans les océans sont devenues l'un des thèmes clés dans l'étude des conséquences de l'extinction Permienne-Triasique. Ces zones, caractérisées par une carence en oxygène, sont apparues en raison d'un changement brutal de température et de composition de l'eau, ce qui a entraîné la mort de nombreux organismes marins. Le niveau de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a atteint 6000 parties par million, provoquant un réchauffement significatif et, par conséquent, une diminution de la solubilité de l'oxygène dans l'eau. En conséquence, de nombreux écosystèmes marins ont été menacés, car les organismes dépendants de l'oxygène n'ont pas pu survivre dans ces conditions. L'un des exemples les plus marquants de ce phénomène est la région du bassin de la mer de Chine méridionale, où le niveau d'oxygène est tombé à des valeurs critiques, tuant des millions d'êtres marins. De plus, les pluies acides, causées par les émissions de dioxyde de carbone et de soufre, ont aggravé la situation sur Terre. Ces pluies détruisaient les sols, réduisant leur fertilité, rendant impossible l'existence de nombreux types de plantes. L'acidification des sols a également conduit à ce que certains écosystèmes, autrefois riches, deviennent déserts. Par exemple, dans les régions où poussait autrefois une forêt dense, on a observé une extinction massive de la flore, ce qui a eu un impact sur la faune. Les recherches montrent que de nombreuses espèces, telles que les ammonites et les brachiopodes anciens, ont disparu presque entièrement. Dans ces conditions, la vie marine n'a pas pu se rétablir pendant des millions d'années, et les écosystèmes existants ont subi des transformations importantes. Le degré de ces transformations était si prononcé que, à la fin de cette période, de nouveaux écosystèmes se sont formés, où seules quelques rares espèces ont survécu dans des conditions où l'oxygène était en pénurie. Ces zones mortes restent un objet d'étude aujourd'hui, car elles montrent à quel point la vie sur la planète peut rapidement changer en réponse aux changements climatiques et aux effets anthropiques. Dans certaines régions, comme le golfe du Mexique, les zones mortes continuent d'apparaître, offrant aux scientifiques une opportunité unique d'étudier les changements actuels dans les écosystèmes. La composition de l'atmosphère a subi des changements radicaux pendant le Permien-Triassique, ce qui a été l'une des principales causes de l'extinction massive des organismes vivants. Le niveau de dioxyde de carbone a augmenté jusqu'à atteindre 30%, transformant l'atmosphère en un mélange toxique favorisant le réchauffement climatique. Alors que le niveau normal de dioxyde de carbone était d'environ 250 parties par million, il a augmenté jusqu'à plus de 4000 parties par million. Cette augmentation a entraîné une augmentation significative de la température sur la planète, ce qui a conduit à une perte d'oxygène dans les océans et à la formation de zones mortes. Parallèlement, la teneur en oxygène a diminué de manière significative, tombant à 20%, ce qui était insuffisant pour soutenir la plupart des formes de vie de l'époque. L'augmentation du méthane,
un autre gaz à effet de serre, a également ajouté des problèmes supplémentaires à l'atmosphère, contribuant à des conditions climatiques anormales. Ces changements ont été causés par l'activité volcanique, qui a rejeté d'énormes quantités de carbone dans l'atmosphère. L'activité volcanique dans la région actuelle de la Sibérie, connue sous le nom de TRAPS sibérien, a éjecté de la lave et des gaz, aggravant encore la situation. De nombreux écosystèmes, en particulier marins, ont été menacés, car l'oxygène est devenu rare dans les eaux des océans. En conséquence, l'extinction, qui a touché 96% de toutes les espèces, s'est produite dans le contexte de changements catastrophiques dans l'atmosphère, servant de leçon pour les générations futures. La restauration des écosystèmes après ces événements a pris des millions d'années, démontrant à quel point le équilibre de la vie sur la planète peut changer rapidement. Actuellement, des preuves de ces changements sont conservées sous forme de dépôts géologiques qui montrent le niveau d'oxygène et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ancienne. Après l'extinction permienne-triassique, qui a entraîné la disparition de 96% de toutes les espèces, seuls quelques groupes d'organismes ont survécu sur la planète, devenant les ancêtres des futurs dinosaures et des mammifères. Ces survivants étaient de petits reptiles et amphibiens qui s'adaptaient aux nouvelles conditions. Parmi eux, on distingue des groupes comme les archosaures, ancêtres des dinosaures, et les synapsides, qui ont évolué plus tard en mammifères. Par exemple, les archosaures possédaient des caractéristiques distinctives. Ils avaient de longues pattes et des dents acérées, ce qui leur permettait de chasser de petits animaux et des insectes. L'évolution de ces reptiles s'est faite par une augmentation de la taille du corps et de la diversité des formes, ouvrant ainsi la voie à la domination des dinosaures pendant l'ère mésozoïque. Les synapsides, quant à eux, ont commencé à développer des systèmes de thermorégulation plus complexes, ce qui augmentait leurs chances de survie dans un climat instable. Cela leur a permis de survivre à l'ombre des reptiles dominants, s'adaptant progressivement à la vie dans divers écosystèmes. À l'époque où les premiers dinosaures ont commencé à apparaître sur Terre, les synapsides formaient déjà des groupes qui sont devenus les ancêtres des mammifères. Les recherches montrent que certains de ces premiers mammifères, comme les mammifères à dents du Trias, étaient de la taille d'une souris et menaient une vie nocturne, ce qui leur permettait d'éviter la concurrence avec les grands dinosaures. Des preuves de l'existence de ces animaux sont trouvées dans les fossiles, qui montrent comment ils ont évolué pour occuper les niches laissées par les espèces disparues. Par exemple, des fossiles trouvés en Australie montrent que les mammifères ont commencé à développer une fourrure, ce qui les aidait à conserver la chaleur et à se protéger des prédateurs. Ainsi, les organismes survivants après l'extinction permienne-triassique sont devenus la base du développement évolutif ultérieur, menant à l'apparition des dinosaures et des mammifères, qui ont finalement occupé divers écosystèmes de la planète. Les découvertes fossiles montrent que c'est à cette époque que se sont formées les adaptations clés qui ont ensuite déterminé le succès de ces groupes. L'extinction permienne-triasique, l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de la Terre, a libéré des niches écologiques, permettant ainsi l'émergence de nouveaux groupes d'animaux au cours du période triasique. En conséquence, environ 96% des espèces marines et 75% des espèces terrestres ont disparu, créant des conditions favorables pour un développement évolutif rapide des organismes restants. Par exemple, au cours du période triasique, les archosaures, ancêtres des crocodiliens et des oiseaux actuels, ont commencé à se développer activement, occupant les niches écologiques laissées par les reptiles disparus. Leur diversité se manifestait sous différentes formes, y compris les premiers dinosaures comme Eoraptor et Stegosaurus, qui ont commencé à occuper les niches de prédateurs et de herbivores. Ces dinosaures possédaient des adaptations leur permettant de chasser efficacement et de survivre dans les nouveaux environnements, comme des pattes arrière puissantes pour se déplacer rapidement et des dents acérées pour déchirer la viande. À cette époque, on observe également l'épanouissement des mammifères, qui ont commencé à se développer en petite taille et principalement la nuit, pour éviter la concurrence avec les dinosaures. Les fossiles montrent que les mammifères, comme les créodontes triassiques, ont commencé à développer des caractéristiques uniques, y compris des sens très développés et divers modes d'alimentation. De plus, les forêts triassiques sont devenues le lieu de vie de nombreux nouveaux types de plantes, comme les fougères et les conifères, qui fournissaient de la nourriture et un abri pour les nouveaux animaux apparus.
Tous ces changements ont créé de nouveaux écosystèmes qui sont devenus la base pour l'évolution ultérieure, menant à ce que, à la fin du période triasique, les dinosaures ont pris une position dominante sur la planète. Par exemple, la hauteur de certains arbres conifères anciens atteignait 30 mètres, créant une couverture forestière dense, idéale pour la vie d'une diversité florale et faunique. Ces transformations écologiques ont été un catalyseur pour l'apparition de nouvelles espèces, qui, à leur tour, ont conduit à une diversification évolutive accrue dans les périodes géologiques suivantes. Le Permien-Triasique a été l'une des plus grandes catastrophes écologiques de l'histoire de la planète, détruisant plus de 90% de toutes les espèces de la Terre. Cet événement a ouvert la voie à une nouvelle ère où les reptiles ont commencé à dominer les écosystèmes. En conséquence, de nombreux groupes d'organismes ont disparu, y compris de grands amphibiens et certains poissons marins, créant ainsi un vide pour de nouveaux êtres capables de s'installer dans les niches libérées. Les reptiles, adaptés à divers environnements, sont devenus les principaux concurrents dans ces nouveaux écosystèmes. Au cours du Trias, certains reptiles atteignaient des longueurs de 10 mètres, comme les théropodes, qui ont évolué au fil du temps en ancêtres des oiseaux actuels. Cette période a vu l'apparition des premiers dinosaures, qui ont commencé à se développer à partir de petits reptiles agiles, adaptés à la vie terrestre. Les conditions résultant de l'extinction ont favorisé la création de divers écosystèmes où les reptiles pouvaient se reproduire et évoluer avec succès. Par exemple, l'ouverture de nouveaux habitats comme les forêts et les plaines ouvertes offrait aux reptiles des ressources pour se nourrir et se reproduire. Grâce à cela, au cours du Trias, des groupes comme les archosaures, qui sont devenus les ancêtres des dinosaures et des crocodiles, ont émergé. Ces reptiles ont développé diverses formes et tailles, allant des petits lézards aux énormes dinosaures, ce qui a favorisé leur survie dans divers environnements. Les reptiles ont commencé à s'adapter activement aux écosystèmes terrestres, ce qui a formé la base de leur domination ultérieure dans l'ère mésozoïque. L'ouverture de nouveaux écosystèmes a également favorisé l'apparition des premiers mammifères qui, bien qu'ils restaient relativement petits, ont commencé à se développer parallèlement aux reptiles. Ainsi, la relation entre l'extinction permienne triasique et l'apogée des reptiles au cours du Trias réside dans la création des conditions nécessaires à leur évolution et à leur domination, ce qui a formé la base du développement ultérieur de toute la faune, y compris l'apparition des premiers dinosaures, qui ont commencé à se reproduire activement et à occuper diverses niches écologiques, ainsi que la formation de nouveaux types d'écosystèmes assurant leur existence. Les reptiles, qui ont acquis de nouvelles adaptations, pouvaient atteindre des tailles de 30 mètres, ce qui démontre leur adaptation et leur évolution réussie dans un monde en mutation. Les premiers archosaures représentent un groupe de reptiles qui sont devenus les ancêtres des dinosaures et sont apparus aux périodes du Trias. Ces êtres se distinguent par des caractéristiques telles que la position verticale des membres, qui leur permettait de se déplacer plus efficacement par rapport à leurs prédécesseurs. Les archosaures se sont développés dans divers écosystèmes, ce qui a favorisé leur adaptation et leur évolution. L'un des représentants les plus anciens de ce groupe est l'Archaeopteryx, qui combinait des caractéristiques des dinosaures et des oiseaux. Il possédait des plumes et était capable de voler, ce qui en fait un maillon important dans l'évolution. Un autre représentant notable est le crocodilomorphe, qui, bien qu'il ne soit pas un ancêtre direct des dinosaures, présente certaines adaptations caractéristiques des archosaures. Ces animaux atteignaient diverses tailles, de petits individus mesurant seulement quelques dizaines de centimètres de long à de grandes formes dépassant les 10 mètres de long. Certains archosaures, comme les théropodes, ont développé des adaptations carnivores, y compris des dents acérées et des mouvements rapides, ce qui leur permettait de chasser efficacement d'autres animaux. D'autres, comme les sauropodes, ont acquis des caractéristiques herbivores, ce qui se reflétait dans leur structure dentaire et leur système digestif, adapté à la digestion des plantes. Il est intéressant de noter que les archosaures ne se sont pas seulement évolués au sein de leur groupe, mais ont également interagi activement avec leur environnement, ce qui a favorisé leur diversité. Ils vivaient à la fois sur Terre et dans des écosystèmes aquatiques, ce qui élargissait leur aire de répartition et leurs possibilités de survie. Par exemple, le plésiosaure était un excellent nageur et chasseur dans les profondeurs marines. Ces reptiles primitifs ont joué un rôle clé dans la formation des écosystèmes du Trias, en établissant des chaînes alimentaires et en influençant la biodiversité biologique.
Les caractéristiques des archosaures, telles que la structure de leur crâne et de leurs membres, leur ont permis d'occuper diverses niches écologiques, ce qui a formé la base du règne des dinosaures au Mésozoïque. Un point important est que les archosaures, en évoluant, ont créé les conditions nécessaires à l'apparition des premiers véritables dinosaures, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution. Bien qu'ils aient eux-mêmes représenté une étape intermédiaire, leur diversité et leurs caractéristiques adaptatives ont été le garant du succès des formes de vie futures. L'existence des archosaures, leur taille et leurs adaptations à divers environnements montrent la dynamique et la diversité du période du Trias, où ils ont joué un rôle important dans le processus évolutionnaire. Après l'extinction permiano-triasique, qui a entraîné la disparition d'environ 90% des espèces de la Terre, les écosystèmes ont commencé à se rétablir lentement. À cette époque, les conditions sur la planète favorisaient l'apparition de nouvelles formes de vie. Les premiers écosystèmes se sont formés grâce à de nombreux facteurs, y compris les changements climatiques et l'activité géologique. En raison de l'augmentation de la température et de l'augmentation du niveau de carbone dans l'atmosphère, les forêts tropicales ont commencé à occuper plus d'espace. Ces forêts, composées de plantes fougères et d'arbres conifères, sont devenues la base d'un nouveau équilibre alimentaire. Des espèces comme le ginkgo et la séquoia ont joué un rôle crucial en s'adaptant aux conditions changeantes. À cette époque, les écosystèmes opportunistes se sont également activés, où les espèces les plus résistantes, comme certains reptiles et amphibiens, ont commencé à remplir les vides laissés par l'extinction. En particulier, les premiers ancêtres des dinosaures, comme les archosaures, ont commencé à s'adapter à divers environnements et à développer de nouvelles stratégies de survie. Ces créatures, dotées de caractéristiques physiques uniques, y compris des poumons légers et des membres mobiles, ont commencé à occuper les niches écologiques précédemment occupées par d'autres groupes d'animaux. Il est important de noter que les reptiles sont devenus dominants dans les écosystèmes qui se développaient à la place des groupes disparus. Les premiers dinosaures, comme Léoraptor, ont commencé à apparaître sous différentes formes, y compris des herbivores et des carnivores. Cette diversité assurait la stabilité des écosystèmes, ce qui était crucial pour le développement ultérieur de la vie sur la planète. En outre, la faune et la flore marine ont également commencé à se rétablir, avec l'apparition d'organismes comme les brachiopodes et les mollusques, qui ont rempli les vides dans les écosystèmes marins. Sur les récifs coralliens, de nouvelles colonies de coraux ont commencé à se former, créant une base pour la biodiversité dans les océans. Ces changements ont marqué le début d'une nouvelle étape dans l'évolution de la vie sur Terre, où chaque nouvelle forme de vie jouait son rôle dans le rétablissement des écosystèmes et la création de nouvelles chaînes alimentaires. L'apparition des premiers véritables dinosaures, comme le stégosaure et le tricératops, est devenue possible grâce à ce rétablissement, qui s'est poursuivi pendant des millions d'années. Chaque nouvelle découverte dans ce domaine de la science montre à quel point la nature peut rapidement se rétablir après une catastrophe, créant de nouvelles opportunités pour la vie. Les plantes géantes qui dominaient les écosystèmes sont devenues la base pour la formation des sols sur lesquels se sont développées des formes de vie variées. Ces plantes, y compris les conifères et les fougères, atteignaient des tailles colossales, créant des forêts denses qui servaient de refuge à de nombreux animaux. En même temps que de nouvelles écosystèmes se développèrent sur Terre, des poissons variés apparurent dans les eaux, y compris les ancêtres des requins modernes et des poissons osseux. Ces changements dans l'environnement favorisaient les interactions entre différentes formes de vie, ce qui formait des chaînes alimentaires complexes. L'apparition des premiers amphibiens, tels que les tétrapodes à peau sombre, est devenue possible grâce aux adaptations qu'ils ont acquises dans les conditions de l'océan primitif et de ses rives. Ces créatures ont commencé à coloniser de nouvelles niches, ouvrant la voie à l'évolution des reptiles. À cette époque, il y a eu une augmentation significative de la biodiversité, qui était également le résultat des changements climatiques et géologiques constants, favorisant les migrations et l'isolement de diverses espèces. Il est important de noter que l'extinction permo-triasique, bien qu'elle ait été une catastrophe pour de nombreux êtres, a également ouvert de nouvelles possibilités pour la survie et l'évolution d'autres formes de vie. Sans cet événement mondial qui a détruit environ 90% de toutes les espèces sur la planète, l'évolution des reptiles n'aurait pas été possible. À la suite de cette crise, seuls les organismes les plus adaptables ont survécu, ce qui a conduit à l'apparition des dinosaures dans la période suivante. Ces géants reptiliens,
dotés de caractéristiques uniques telles que des membres puissants et diverses formes, sont devenus dominants dans les écosystèmes qui se sont formés après l'extinction. Leur taille variait de petits herbivores à de grands prédateurs comme le Tyrannosaurus rex, qui pouvait atteindre 12 mètres de long. Ainsi, les changements dans le monde végétal et les adaptations des animaux au cours des périodes du Carbonifère et du Permien ont préparé le terrain pour l'apparition des dinosaures, qui sont devenus le symbole de la période triasique.